Vicage Dorasso, bonsoir. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Alors, je m'appelle Vicage Dorasso. Je fais 1m69. Neuf. Et en ce moment, je dois peser 65 kilos. Voilà. Ah, c'est une présentation courte, c'est bien. Succinctement, respecté. C'est ma carte Panini. C'est vrai. Ouais, Bon, on va parler de foot, on va parler géopolitique du foot, économie, on va peut-être parler un peu d'actualité avec le foot, avec ce qui s'est passé un peu aujourd'hui et dans les semaines précédentes. Si on parlait évasion fiscale, est-ce que tu as déjà fait de l'évasion fiscale? Pardon, j'ai dit tu, mais... Ouais, alors, non, jamais. Ça me traverse même pas l'esprit. Récemment, c'est marrant, il y a un mec... Alors, sur la fiscalité, même pas l'évasion fiscale. J'étais jeune, à 20 ans, le conseiller que j'avais rencontré, il m'a dit, il y a les lois Ponce, je crois, tu places de l'argent dans les dom-toms, ouais, t'achètes des bateaux de pêche, je sais pas quoi, et voilà, c'est la loi, et tu défiscalises. Et les bateaux de pêche ont coulé, je pense, et j'ai tout perdu. Et moi, je découvrais l'argent. Et je savais que moi, je n'étais pas comme ça, que ça ne m'intéressait pas Enfin, tu vois, c'est la première fois que je payais les impôts. Je pense que mes parents n'ont jamais payé d'impôts. Comment ça se passe? Et je ne l'ai plus jamais refait. Le fait qu'il y ait des footballeurs qui cherchent à optimiser à tout prix alors qu'ils gagnent des millions et des millions, ouais. Et que... Alors, franchement, je sais pas s'ils le font, combien. C'est pas eux qui sont dangereux pour la planète, hein. Je veux dire, il y en a qui défiscalisent, qui sont méchants. Nous, les footballeurs, je veux dire, on est une petite niche, on est très peu à gagner beaucoup d'argent, enfin ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Et donc, dans ceux-là, il y en a quelques-uns qui vont essayer de tricher. Et par rapport à ces grands groupes, grands patrons, etc., qui défiscalisent des milliards, franchement, on n'est pas dangereux, on fait rien de mal. Puis on essaie de faire croire que nous... c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut le combattre et puis aller les chercher comme les autres. Mais c'est les autres qu'il faut aller chercher. C'est qui les autres? Les grands groupes, le CAC 40, les milliardaires. Voilà, les Cahuzac? Ouais, évidemment. Alors, encore plus quand c'est des politiques, t'imagines. Alors lui, Cahuzac, c'était quand même un génie. Quand même. C'est un mec qui était là pour lutter contre les évasions fiscales et qui avait un compte en Suisse. C'est marrant parce que récemment, l'impôt, c'est quelque chose de très, très important pour moi. Il y a un mec qui m'a dit, je croise dans la rue, il me dit « Monsieur Dorasso, je vous adore et tout ». J'étais super content et tout. Je voudrais vous parler d'un truc. Je lui dis « il faut qu'on se revoie ». Je lui dis « Mais non, dites-moi tout de suite et tout. Je rends les gens heureux ». Je lui dis « Bah oui, je veux savoir là. Dites-moi, genre je croyais qu'il allait me parler de yoga, je sais pas moi, de trucs spirituels. Et il me dit voilà, vous, au lieu de payer votre impôt, vous le prenez et vous le placez quelque part, comme ça vous rapporte de l'argent. Je dis bah non, moi je fais pas ça, monsieur, ça m'intéresse pas et tout ça. C'était marrant comme pour lui, être heureux, c'était gagner de l'argent, un peu tricher, voler. Il se rendait pas compte que moi ça me rend pas heureux, peut-être que lui ça le rend heureux, et que c'est pas non plus avec l'argent, peut-être que l'argent rend heureux, et puis surtout l'homme que je suis valide pas ce genre de choses. Les football leaks. Ouais, les footballistes comme les lanceurs d'alerte là qui dénoncent, qui sont importants. Dans les footballistes, il y a eu pas mal de choses, notamment sur le racisme. Il n'y a pas eu que l'argent, hein. Il y a eu aussi les petits jeunes, comment ils étaient formés, par exemple, aussi, comment on décidait de former Alors ça, j'ai découvert quelque chose. J'ai toujours cru que le talent était très important et que le foot était incontestable. Si tu es bon, tu joueras. Et avec ce Football X, j'ai compris que non, on pouvait aussi former un blanc ou un noir. On pouvait décider qui allait devenir professionnel. Et que j'étais jeune, mes copains musulmans ont subi, moi aussi hein, évidemment, les noirs subissaient le racisme. Musulmans blancs, hein. Ouais, mes copains rebeux musulmans, parce que je me souviens du ramadan où l'entraîneur était pas cool, il forçait à bouffer du porc. Et moi j'étais fort,
Et je me disais, et mes potes qui étaient forts, plus forts que les autres, là, la couleur ne peut pas les arrêter. Et avec ce truc de Football X, je me suis rendu compte que non. Parce que si l'entraîneur il décide de te faire jouer toi, même si tu es moins bon, s'il décide de te former plus, de t'entraîner plus, il peut le faire. Ça m'a surpris. Donc il y a du racisme même dans la formation. C'est ce que m'ont appris. On va revenir sur les questions de racisme un peu plus tard. Mais les lanceurs d'alerte, c'est important. Football X, Wikileaks, etc. Ils sont très importants. L'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Il y a des magouilles un peu là-dedans. La FIFA, je pense, l'organisme le plus un des organismes les plus corrompus du monde, qui, j'imagine, aussi, là, pour le coup, fait beaucoup d'évasion fiscale. Voilà. La FIFA interdit l'ingérence politique dans ces magouilles. Donc, il traite directement avec les fédérations. Macron, récemment, a voulu intervenir. On lui a dit non, tu n'as pas le droit. Ça veut quand même dire, techniquement, laissez-nous faire ce qu'on veut, et notamment avec le pognon. Et évidemment, sur les attributions, on voit bien qu'il n'y a rien d'angélique, de beau. On va chercher des marchés, on va chercher de l'argent, mais il n'y a pas d'intérêt général. Le football, c'est quand même normalement quelque chose qui est tourné vers le lien social, le vivre ensemble. Et eux, ils font du business. Récemment, la FIFA, c'est un truc incroyable. C'est quand même une organisation qui fait travailler des gens gratuitement et qui s'enrichit gratuitement. Neymar, il va jouer la Coupe du Monde avec le Brésil gratuitement pour la FIFA, qui prend tout le pognon. La FIFA n'a pas de continent, n'a pas le monde déjà, n'a pas de continent, n'a pas de pays, n'a pas de ville, n'a pas de stade, n'a pas de public. Elle n'a rien. Et c'est elle qui fait l'argent. Parce qu'elle organise le football. Et elle impose aux États sa loi. C'est un truc de fou. Et en plus, il y a plus de monde à la FIFA, je crois, qu'à l'ONU. Je crois que la FIFA peut mettre un pays à terre, lui imposer quelque chose au risque de sortir de la FIFA. Et c'est là qu'il faut s'organiser, parce que les footballeurs comme Neymar, Messi, etc., c'est eux qui ont le pouvoir. C'est toujours le rapport de force, la lutte des classes. Je trouve ça incroyable. Voilà, la FIFA. Infantino, récemment, il a été... c'est par acclamation, je ne sais pas si tu savais ça, il a été réélu par acclamation. Donc ses copains, ils arrivent, hop, super. Donc là, ils viennent de dire que... en fait, donc ils mettent le VAR, et puis après, ils trouvent ça super, entre eux. Ils disent que ce qu'ils ont fait est super. Est-ce que tu pourrais dire que c'est comme une mafia ? Oui, puis c'est le libéralisme, néolibéralisme, je ne sais pas trop comment on appelle tout ça. De nouveau, l'exploitation. Alors, le footballeur est un employé, un salarié, je ne sais pas trop, un peu particulier. Notamment ceux qui jouent pour la FIFA, parce qu'il est très très bien payé, il est privilégié, il est célèbre, mais il est au service d'une organisation qui s'en met plein les poches. Et qui... C'est quoi plein les poches ? J'en sais rien. Je crois que c'était 2 milliards de résultats nets il y a quelques années. Récemment, ça doit être un peu plus. Ils vont chercher des marchés. Comme je réfléchissais à ça l'autre fois, l'UEFA, la FIFA, le foot français, hein, la Ligue Conforama, aujourd'hui elle s'appelle. Je me disais, mais en fait, il y avait un joueur, c'était Schneider, qui partait à la retraite. Il y a quand même moins de joueurs qui partent à la retraite que de joueurs qui sortent. Qu'il faut qu'ils jouent à un moment. Donc on va chercher des marchés et on développe le foot ailleurs. Et comme ça, il y a de plus en plus de clubs, de joueurs qui peuvent jouer. Et ça crée encore plus de précarité, évidemment, avec aussi des différences entre les très très riches joueurs et les... Platini, il s'est fait un peu inquiéter avec toutes ces histoires. Ça t'a pas fait mal de voir un grand champion comme ça Ouais, et il y a un truc qui est incroyable, c'est... Alors, Platini... il ne doit pas être tout blanc. Mais le dira. Bien sûr, ouais. Et pour arriver à ce genre de poste, il faut magouiller, être une anguille, etc. Mais ce qui est exceptionnel quand même, c'est quand même un joueur de football qui est devenu président d'une grande instance mondiale, européenne, là pour le coup. Ça arrive nulle part, dans aucune instance à travers le monde, que ce soit... économique, politique, tout ce que tu veux, ça n'arrive pas, quoi. Le footballeur,
ils jouent au foot, à part le Bayern Munich peut-être, où les présidents, ils sont des anciens joueurs. Et il y a ça quand même qui est quelque chose qu'il faut soulever et reconnaître. Et je me souviens, Lilian Thuram, il avait intégré alors le comité exécutif, je ne sais pas trop ce que c'était à l'époque, dans les années 2010, une sorte de comité. Il est parti, quoi. Il n'est pas resté. Moi, quand il est arrivé, je me suis dit, c'est génial, quoi. Lilian Thuram, qui est là, c'est génial pour nous. Il va nous représenter, nous les joueurs, au milieu de ces instituts qui s'organisent entre elles, où le système est vraiment bien verrouillé pour qu'entre potes, ils se retrouvent à la tête. Ils montent les échelons et à 114 ans, ils deviennent président de la Fédération française de foot. Ils sont présidents de ligue à 74, à 94, 72. T'as vu passer des mallettes de billets, des rétrocommissions, des choses comme ça? Non. On t'a jamais proposé des choses un peu cheloues? Oui, on m'a proposé des choses cheloues, mais c'était pas très intéressant. Par exemple, tu sais, quand je viens des années 70, je suis formé dans les années 80, je deviens pro dans les années 90, et à 22, 23 ans, un mec appelle chez moi, donc pas de portable, sur le fixe, et il me dit, je suis un impresario. Je dis, mais c'est quoi un impresario? Je suis agent de joueur. Et donc là, comme je jouais bien, plein d'agents m'appellent pour me récupérer. Et un jour, mon père m'appelle, me dit, oui, il m'a proposé 300 000 francs pour que tu signes avec lui, donc tu ne signeras pas avec lui. Alors, j'ai découvert que mon père est enfin, je n'ai pas découvert, je le savais. Mon père est un homme formidable, il est décédé. Voilà, j'ai une famille formidable qui, dans ce milieu-là, a vraiment été incroyable. Mon frère a été incroyable. T'as protégé? Ouais, puis mon père, il a refusé 300 000 boules, quoi. Je suis son fils, quoi. Qui se crevait le cul dans les chantiers navals, ouais, bouffer de la menthe. Bien sûr, il aurait pu ne pas le dire. Et puis, voilà, j'ai découvert que les agents étaient des gens peut-être véreux, voilà. Moi, après, j'ai eu un agent qui s'appelle Alain Migliaccio, que j'ai toujours eu. J'ai eu du début à la fin, qui a été aussi l'agent de Zidane, qui est toujours l'agent de Zidane, qui a été l'agent de très grands joueurs. J'ai décidé de lui faire confiance. Jamais remis en cause ma confiance. Je suis quelqu'un d'assez fidèle. C'était pas facile parce que, tu sais, quand tu es en difficulté dans un club, tu as quand même tous les agents qui t'appellent et ils te font croire que tu es Maradona, quoi. Tu vois, ils vont te mettre Milan AC. Et à chaque fois, je disais non, vous appelez Alain. Et alors, lui faire confiance, c'était aussi pas savoir ce qui se passait autour de moi parce que lui me répétait. J'étais pas dans les discussions. Quand tu vois Neymar, là, ce qui s'est passé, si tu veux qu'on en parle, bah Neymar, il est un joueur de foot, quoi. Et il ne sait pas ce que se disent le Barça, le PSG, la FIFA, l'UEFA pour le coup, les autres agents, les autres clubs. Lui, on lui rapporte quelque chose. Il a beau avoir son père qui est là, c'est quand même lui qui est le dernier au courant de tout ça. Il est obligé de faire confiance à un système qui ne va pas le défendre, qui va défendre leurs intérêts et pas les siens. Le plus grand perdant de cette histoire, c'est forcément Neymar et le joueur de foot. Donc, les joueurs de foot, tu vois pas de mallette. Les centres de formation. J'aime beaucoup les joueurs de foot, c'est ce que je veux dire. Ouais. Je suis un joueur de foot. Quand on dit voilà les joueurs de, quand on a reçu Lilian Thuram, qu'on a beaucoup Lilian, qui est un cerveau. On l'a reçu parce que je l'ai rencontré à la semaine des ambassadeurs, où j'ai un peu rué dans les brancards et à l'entracte il était venu me voir et il m'a donné du courage. Il m'a dit. Ta question là, ils n'ont pas répondu à ta question. Quelle était ta question? C'était une question sur la schizophrénie française en termes de diplomatie avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et quand on l'a reçu, derrière on a pris beaucoup de messages en disant mais pourquoi vous avez reçu un joueur de foot? Ils sont stupides. C'est faux. Ils sont pas. Tu connais Ribéry? Mais là, parce que Ribéry sur Internet, tout le monde le prend pour un débile mental. Alors est-ce que qui est capable de prendre le ballon, de tirer un penalty en finale de Coupe du Monde? Avec 80 000 personnes. Quel homme est capable de faire ça? Tous ces types-là qui disent que c'est un abruti. Quel homme est capable? Ça veut dire que ça peut être un penalty ou faire une passe juste, c'est-à-dire rentrer sur un terrain avec un stress énorme, 80 000 personnes, le destin de ton pays entre les pieds.
Tu es capable de le faire techniquement, mentalement et physiquement. Tu es capable d'avoir intégré la défaite, l'échec, de t'en remettre. Tu es capable de recevoir le ballon de quelqu'un, de contrôler, de faire la passe au bon endroit, dans la bonne force, la bonne distance, le bon effet, pour que l'autre il le récupère. Et l'autre il s'est adapté à ça. Prendre toutes ces informations en même temps, au même moment, c'est incroyable. C'est pas ceux qui parlent le mieux qui sont les plus intelligents, c'est ça? Mais il y a aussi une question après d'instruction, d'éducation, de toutes ces choses-là. Voilà. Peut-être que Ribéry parle moins bien français qu'un autre. Je me sens bien plus proche de Ribéry que de plus grands intellectuels de la planète. J'adore les intellectuels aussi. Je suis footballeur, moi. Ce qui me définit, c'est d'abord d'être footballeur. Et je les défendrai toute ma vie. Tu parles Je déteste qu'on attaque un footballeur. Tu parles tu parles de défendre son pays lors d'une Coupe du Monde. Est-ce que tu penses que les joueurs qui jouent dans l'équipe de France sont pas devenus tellement égoïstes, tellement businessmen, tellement tout ça, qu'ils en ont oublié que derrière, c'est la fierté d'un pays? Ou est-ce que vraiment ils sont vraiment fiers et ils jouent la main sur le cœur? Je vais te parler de mon expérience personnelle, c'est plus simple. Après, je pourrais essayer de revenir sur ce qui s'est passé récemment et aussi de 98, mais on peut parler aussi de mon rapport à la France, tu vois. C'est quoi pour moi être français? J'en sais rien, quoi. Franchement. Tu vois pas le voyage que j'ai fait, moi? Mes arrière-grands-parents viennent de l'Inde. Tu parles hindi? Ouais. Hey. Non, je parle pas hindi, moi je parle mauricien. Mon père parlait Telugu. On parle Telugu, on vient de l'Andhra Pradesh. On a été déplacés quand ils ont aboli l'esclavage à l'île Maurice. Donc les esclaves travaillaient la canne, ils abolissent l'esclavage, ils vont chercher de la main-d'œuvre en Inde, pas cher, ils les ramènent pour aller travailler la canne. C'est comme ça que mon arrière-grand-père vient à l'île Maurice. Et mon père, après avoir travaillé dans les champs de canne à l'âge de 9 ans jusqu'à un certain temps, il avait un peu monté, il a décidé de venir en France pour un avenir meilleur. Il y avait il recrutait sur les chantiers navals, il est devenu ouvrier, ma mère a été cuisinière. Je suis devenu un joueur de l'équipe de France. Pour moi, c'était le jour où j'ai été appelé en équipe de France. Pour moi, c'était jouer avec les meilleurs et contre les meilleurs. C'était incroyable. Et puis, quand l'hymne national a retenti la première fois où j'ai joué avec l'équipe de France, putain, c'était d'une puissance incroyable, quoi. J'étais tellement fier, c'est tellement beau. Je sais pas. Et puis après, je suis allé jouer au Milan AC. Et puis un jour, les mecs se moquaient des Français. Et ça m'a vénère. Je me suis hyper énervé. Et je me suis rendu compte que ouais, je suis français, j'aime la France. Mais quels sont... Tu vois, mon père ne parlait pas français. Il était illettré. Il mangeait pas trop français. Il n'avait pas de potes français finalement. Et puis il était français, quoi. Il est venu ici pour nous. Je suis français, mes frères et sœurs sont français. Et bah, il y a d'autres manières d'être français. Il y a plein de manières. Il connaît pas la Marseillaise. Il connaît pas Marianne. L'Arc de Triomphe, il en a rien à foutre. L'église qui a brûlé Notre-Dame de Paris tape. Et pourtant, il est français comme je suis français. On a des histoires différentes. J'aurais pu être ailleurs finalement. Et je suis là. Donc, Éric Cantona, il dit être français, en fait, ce serait peut-être réveiller nos vieux démons, retourner la table. Ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire l'esprit révolutionnaire. Bah, de toute façon, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Hein. C'est pas la lettre de Guy Moquet, c'est pas tout ça pour lui. Avec les Gilets jaunes, on l'a vu récemment. Hein, je veux dire, il faut rebousculer, rechanger tout ça. On essaie de nous imposer un modèle. Là, je me souviens... Laura Flessel, par exemple, qui avait imposé, on allait chanter l'hymne national dans toutes les compétitions nationales de sport. Il y a eu la lettre de Guy Moquet pour Sarkozy. Mais on nous impose des choses. Mon père est venu travailler pour la France.
Il s'est intégré par le boulot. Est-ce qu'il s'est intégré? Est-ce que c'est important qu'il s'intègre? Est-ce qu'on ne peut pas juste le laisser tranquille? Est-ce qu'on ne peut pas juste laisser les gens vivre tranquille? Je veux dire, Ton père était tranquille, c'est-à-dire qu'il imposait rien aux il autres. n'imposait rien aux autres. Il ne dérange pas. Moi, il n'y a rien qui me dérange. En fait, il n'y a rien du tout qui me dérange. Donc, je ne comprends pas qu'on soit dérangé par une femme en boubou, par le ramadan, je ne comprends pas. Donc, je dois tout faire pour que les gens acceptent tout ça. Je veux qu'on vive en société ensemble. On doit pouvoir. Quand on siffle la Marseillaise dans les stades de foot, ça te fait quoi? Rien. Est-ce que tu peux comprendre qu'il y a des gens, ça les blesse? Non. Pourquoi? Par exemple, parce que c'est faux. Parce que c'est faux. Parce que c'est faux. Notre-Dame de Paris, c'est faux, les gens qui ont pleuré. C'est peut-être vrai. Hein. Il y en a qui ont pleuré, qui étaient touchés, tout ça et tout. Ok. Combien de choses comme ça changent ton quotidien? Combien de choses changent ton quotidien? Les gens qui ont pleuré, là, qui ont choqué quand la Marseillaise a été sifflée. Le lendemain matin, ils se réveillent, ils sont traumatisés, ils ne peuvent pas aller travailler. C'est faux. C'est faux. C'est une exploitation de quelque chose à chaque fois. Les attentats, bizarrement, quand ils se passent à l'étranger, partout, on s'en moque. Parce que quand ça arrive ici, déjà, on s'inquiète un peu plus. Quand ça arrive à Paris, alors là, tu as tous les Parisiens qui flippent. Et là, ça nous a touchés. Là, on a eu peur. On a eu peur pourquoi? On a eu peur pour nos proches, notre famille. Tu sais, quand il y a les attentats, ce qui était très marrant, pas très marrant, hein, mais moi, j'allais me coucher en plus, j'étais chez moi. Il y a les attentats. Tu sais qui j'ai appelé en premier? La mère de mes enfants, pour savoir où mes gosses étaient, et ma sœur qui habite à Paris. J'ai pas appelé des potes, j'ai appelé la mère de mes enfants et j'ai appelé ma sœur. Et après, j'ai appelé mes potes. Et après, évidemment, quand j'ai vu tout ça, ça m'a évidemment bouleversé, touché. Mais j'essaie d'être le plus honnête possible. Hein. Je veux que tout ça change. Je veux qu'on puisse vivre ensemble. Pour moi, c'est le truc le plus important. Le vivre ensemble, le lien social. Comment on fait pour préserver ce lien social? Il faut le recréer. Il est cassé. Quand il y a un repli communautaire, quand il y a du communautarisme, parce que les fondamentaux de l'économie poussent à ça, comment on fait pour casser ce repli communautaire? Par le sport, par la culture, par la Marseillaise, par le service militaire. T'as fait l'armée, non? Bah oui, j'ai fait l'armée, j'ai perdu 1 an de ma vie. Pourquoi t'as perdu 1 an de ta vie? Bah c'est horrible, quoi. T'as appris à faire ton lit? On m'a forcé à tirer avec un FAMAS. T'as pas forcé à tirer. Mais on m'a forcé, sinon j'allais T'as appris à défendre ton pays. On m'a dit tire, j'ai dit non, on m'a mis au cachot. Je suis sorti, j'ai dit vas-y, donnez-moi le flingue. Faut que je tire. Je veux plus retourner au cachot. J'ai appris la Marseillaise là-bas, sinon je l'aurais pas. Je sais pas si. Moi, je l'aurais peut-être apprise ailleurs. Ouais, j'ai perdu 1 an de ma vie, quoi. Je jouais au foot, pendant ce temps, mes potes, ils continuaient, j'allais perdre ma place sur le terrain. Non, 1 an de ma vie perdu, quoi. Tout allait bien à l'époque, 19, 20 ans. Le quartier, j'étais sorti du quartier, le vivre ensemble existait, le lien social. Le vivre ensemble, le lien social, tu vois, j'ai vraiment vu ce qui pouvait abîmer ce truc-là. Je viens d'un quartier qui s'appelle Cocrioville au Havre. Je vivais au 7e étage d'un HLM. Mes parents travaillaient, mon père était ouvrier, ma mère était cuisinière. Et vers 10-11 ans, la crise pétrolière est arrivée. Première, deuxième, bam, chômage. Mon père n'allait plus travailler, nous on était contents, on ne savait pas, on ne comprenait pas. Et d'un seul coup, tout se dégrade. Tout se dégrade. Les communautés se retournent vers leur communauté. Nous, on avait un club dodo qui s'appelait le club dodo. Le dodo, c'est l'emblème de l'île Maurice, le club de l'île Maurice. D'un seul coup, toute la vie qu'il y avait, parce que mon père était syndiqué, et donc il recevait beaucoup de monde à la maison. C'était vraiment joyeux, hein. Des blancs, des noirs, et puis d'un seul coup, plus rien. Et tout le monde se referme, tout le monde a peur de l'autre. Puis d'un seul coup, les deals arrivent. Je me souviens, parce qu'il y avait le fantasme du sadique qui traîne dans la cave, alors qu'avant les caves, c'était un endroit où on jouait à cache-cache, parce qu'au Havre, il faut savoir que toutes les caves communiquent entre les immeubles, donc on s'amusait là-dedans, et là, plus rien. Tout ça comme ça, et on est parti. On est parti, je me souviens, l'ascenseur n'était jamais en panne.
Et là, il était tout le temps en panne. Donc il était en panne et les gens ne viennent plus le réparer. On nous abandonne, on nous laisse. Tu vois d'autres pistes pour rétablir Ah non, je ne t'ai pas donné les pistes là. Hein. Le football, c'est génial. J'en ai des pistes évidemment. Le football, c'est génial. Quand tu vois, même au niveau amateur, des fois ça se termine en baston. Quand tu vas dans l'Essonne, ça se termine en castagne. J'ai connu un des entraîneurs des Gaules du PSG et il m'expliquait des trucs. Lui, quelqu'un de très droit et qui essayait de remettre, un Portugais d'ailleurs, naturalisé français. Il y a même au niveau amateur aussi des tensions qui se manifestent. Est-ce que tu penses vraiment que le foot est suffisamment résilient pour passer au-dessus de ça ? Alors, je ne suis pas au fait de tout ce qui se passe, mais tu sais, quand j'étais joueur de foot, j'avais demandé à mon équipementier qui était Puma de donner de l'argent et des équipements à mon club, et puis j'avais repris le petit club de quartier. Et puis c'est vrai qu'après, c'était devenu... Il y avait un peu les gangs dans les équipes et tout, et c'est vrai que quand on allait jouer à l'extérieur, parfois ça se terminait en bagarre, et donc j'avais arrêté, et la violence est arrivée. La violence est forcément liée au chômage, dégradation du lien social, et l'école évidemment, l'école qui fonctionne moins bien, la famille qui fonctionne moins bien, le boulot fonctionne pas, le politique lâche tout ça, la défaillance un peu de tout le monde, et le club de foot aussi à un moment craque. Mais regarde l'équipe de France qui joue, elle montre une belle couleur, elle gagne, elle montre aussi qu'on peut faire la passe à l'autre, être avec l'autre et aller ensemble vers quelque chose. C'est ça que propose le foot quand même. D'une manière générale, tu peux quand même pas jouer tout seul. Je veux dire, même Messi, qui est le meilleur joueur du monde, il a besoin d'autres gars pour faire la passe et puis aller marquer un but. Faire la passe, c'est quand même se lier, se relier, faire société d'une certaine manière. Quand on met un ballon quelque part, bizarrement, tout de suite, on se met en rapport avec l'autre, on entame une sorte de dialogue, de discussion. Évidemment, il faut le mettre partout, il faut s'en servir, c'est quand même gratos. Le sport, ça sert à quelque chose, ça sert à ça, mais comme plein d'autres choses. T'as pas une vision un peu idéalisée il faut rêver dans la vie, il faut être... Alors que maintenant... Et après, oui, non, mais je reviens sur les trucs. Il y a des problèmes dans la société qui vont aussi maintenant dans le foot et qui ne fonctionnent pas. On se retrouve avec des équipes de haut niveau, avec des mentalités de petits caïds de banlieue, des comportements comme ça. T'es sûr de ça ? Je sais pas, je reprends tes mots, c'est toi qui en a parlé. Non, c'est pas moi, c'était Bachelot qui avait dit ça. Les caïds de banlieue et les... Moi, j'ai jamais dit ça, jamais de la vie. Qui avait dit, après Knaïsna, là, les petits caïds de banlieue, et c'est très marrant tout ça, puisque ensuite, on a dit que les petits caïds de banlieue, c'était Benzema, Nasri, Benarfa, qui n'étaient même pas à cet endroit-là. C'est génial quand même. Alors, si quand on dit ça, on stigmatise pas l'islam, alors là, il faut m'expliquer ce qui se passe, quoi. Et alors que, en fait, Knaïsna, par exemple, c'était juste une grève qui n'est pas allée au bout de son truc. Des petits mecs qui ont voulu faire grève et après, ils se sont dit, attends, on va perdre nos avantages. Les agents ont dû dire, non, moi, j'ai jamais pensé ça. Le foot représente les quartiers, les banlieues. Les gens qui sont dans les quartiers, dans les banlieues, sont en ce moment peut-être majoritairement noirs et arabes. Si tu regardes bien avant, dans les années 50, 60, 70, le foot représentait toujours les vagues d'immigration avec les Italiens, les Polonais, les Portugais. Voilà. Évidemment, c'est bien le foot, mais je pense qu'il faudrait aussi réussir à... Qu'est-ce que tu peux répondre aux gens qui disent, voilà, les Italiens, les Portugais, les Polonais, ils sont très très bien intégrés, mais avec les nouvelles vagues d'immigration... ça se fait plus. Je me dis forcément qu'il y a peut-être un changement vis-à-vis de l'islam. Hein. L'islam et nous, on est catholiques, hein, on est judéo-chrétiens. Donc il y a tu convertis. Hein. Je veux dire, tu prends... c'est juste ça. Hein. Quand tu pointes le droit les petits caïds, c'est bizarrement les petits rebeux musulmans. C'est pas... Bachelot, c'est ceux-là qui ont été pointés. Les Sénégalais qui sont musulmans parfois cool les Sénégalais hein. C'est mes amis, moi. Mes frères sénégalais. Mes
frères sénégalais. Mon pote sénégalais, hier, il m'a dit longue vie à toi. Quand t'entends, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est ce matin, Thuram qui dit le racisme anti-blanc, le racisme, tout ça, là. C'est quoi cette histoire, cette polémique encore? Le racisme anti-blanc. Alors, tu veux que je te raconte un peu ce qui s'est passé ou... Lukaku est allé jouer avec l'Inter, ça s'appelle l'International, hein, le club. L'International, il faut savoir que c'est un club qui a fait scission de Milan AC parce que le Milan AC ne voulait pas accueillir les étrangers. Et donc, l'International se crée pour accueillir les joueurs qui ne sont pas italiens, pas du Milan. Donc, comme un peu la Lazio avec la Roma. La Lazio, c'est le club lazialiste et la Roma, c'est le club qui est... Et c'est souvent comme ça, hein. Gênes, ça doit être pareil. L'Espagnol, c'est pareil, tu vois. L'Espagnol, c'est les Espagnols et le Barça, c'est les Catalans. Tu vois. C'est pour ça que ça s'appelle l'Espagnol de Barcelone. Parce qu'ils accueillaient les Espagnols, les Castillans. Enfin, ceux qui parlent, je ne suis pas un expert. Hein. Et aujourd'hui, Lukaku, qui joue à l'International, ils vont jouer à Cagliari et il y a des cris de singe pour lui. Et donc il rentre, pas de réaction de personne, pas de réaction de la Ligue italienne. Il y a eu Moses Kean l'année dernière quand même, qui avait été aussi victime de cris de singe. Et quand même le joueur Bonucci avait dit il est à moitié responsable de ça, comme si on pouvait être responsable du racisme. Enfin, un noir était responsable de... Voilà, c'est ta faute si t'es noir, quoi. T'avais qu'à pas être noir. Et l'entraîneur Allegri avait dit c'est pas grave non plus. Et Bonucci avait joué capitaine et Moïse, il avait été sur le banc le match d'après. J'adore. C'était fou ces gens. Et là, Lukaku, les supporters de l'Inter ont fait une lettre ouverte, un petit communiqué en disant c'était pas raciste. Il faut savoir que nous, les Italiens, c'est comme ça qu'on veut déstabiliser les joueurs. C'est comme ça qu'on provoque. Et voilà, et sache que nous, on fait comme ça aussi. Donc Lilian Thuram est intervenu en disant plein de choses super, en disant que voilà, il faudrait revoir vraiment ce qu'il a dit, que l'Italie et le foot n'était pas raciste, mais il y avait du racisme dans le foot. Qu'il fallait lutter contre et que je sais plus exactement si tu l'as, ouais. Vas-y, continue, je vais le chercher. Voilà, et que aussi c'était le problème des blancs, parce que c'est les blancs qui sont racistes. Donc c'est votre problème maintenant, débrouillez-vous pour plus être raciste. Et que malheureusement on en souffre nous du racisme et que... Alors, il faudrait que tu retrouves. Ouais, je suis en train de Donc, chercher. ça a été repris. Et il a été accusé de racisme anti-blanc, de généraliser sur les blancs. Et c'était du racisme inversé, comme on dit souvent. Bon, j'arrive pas à le retrouver. J'arrive pas à le retrouver. Et la LICRA, là, vient d'apprendre que la LICRA... et SOS Racisme abandonne Thuram. C'est ça, hein. Il condamne les propos de Thuram. Mais c'est un sketch, quoi. Pourquoi c'est un sketch? Mais comment... déjà, tout ce que dit Thuram est juste, et je valide. Il faut... le racisme, évidemment, anti-blanc n'existe pas, puisqu'il n'est pas systémique, il n'a pas été... la société française, ou blanche n'est pas été organisée pour... n'est pas organisée pour discriminer l'homme blanc, elle a été organisée pour discriminer l'homme noir. Et il faudrait aussi éduquer les gens, apprendre l'esclavage, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment on a déporté des hommes, comment on les a déplacés, comment on a colonisé toute une partie de la planète pour travailler dans les champs de canne, dans les champs de coton, etc. En Inde, c'est les Anglais qui sont allés pour coloniser les Indiens. Et comment on a inventé ce racisme. Donc comment on a décidé que l'homme noir n'était pas l'égal de l'homme blanc, était une sous-race, carrément un animal. Et donc c'est pour ça qu'on pouvait l'exploiter et le faire travailler.
Pardon ? On pouvait les mettre dans des eaux. Dans des eaux, puis surtout, on pouvait les martyrer jusqu'à les tuer. Ils n'avaient pas de valeur. Ils étaient là que pour travailler. Et c'est comme ça que l'homme blanc s'est enrichi. Alors, il s'était déjà enrichi autrement en exploitant l'homme blanc. L'homme blanc exploitait déjà l'homme blanc. Alors maintenant, il est parti exploiter l'homme noir. Et puis, ils se sont enrichis. C'est comme ça, après, qu'il a rapatrié les capitaux et qu'il construisait, enfin, il s'industrialisait et puis continuait l'exploitation de l'homme par l'homme, le capitalisme, ici ou ailleurs. Et c'est comme ça que ça s'est construit. Et c'est comme ça que l'homme blanc a dominé le monde. Ziegler, l'autre fois, Jean Ziegler, que j'ai écouté attentivement, que j'adore, il est formidable. Il disait quand même il y a 12% de la population qui est blanche et qui domine le monde. J'ai récemment, je m'amuse à regarder les instances de direction. C'est un sketch, quoi. Dans le foot, par exemple, c'est quand même des footballeurs partout, noirs, arabes. Il faut savoir qu'il y a plus de 50%, 60% de joueurs de foot qui sont noirs et arabes. Il y a plus de 60% de médaillés au JO en France qui sont d'origine noire et arabe. Et ben, le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques en France pour Paris 2024, il y a un noir, Bruno Marie-Rose. L'UNECATEF, je vois, j'ai vu une photo, il n'y a pas de noir. La FIFA, c'est pareil. Le gouvernement français, c'est pareil. La mairie de Paris, les candidats qui vont se présenter, 0. Alors, on a imposé la parité. Donc maintenant, il y a des femmes et des hommes. Et donc, par exemple, récemment, pour lutter contre les discriminations, contre le racisme, les gens qui sont réunis pour lutter contre ça sont tous blancs. Là, Thuram, là, il y a la communauté qui m'a fait remonter on remercie Mozart. Dans une interview donnée mercredi au journal italien Corriere della Sera, che io parlo italiano. Pourquoi tu bouges les mains? L'ex-footballeur champion du monde 1998 dénonce le racisme des sociétés européennes caractérisé selon lui par un sentiment de supériorité des Blancs. Tu peux redire? Oui. Pardon, dénonce le racisme des sociétés européennes caractérisé selon lui par un sentiment de supériorité des Blancs. Bah oui, oui. Il dit, il le sent et il le croit. Mais dans les faits, c'est vrai. Je veux dire, quand les supporters du Cagliari font des cris de singe, ils montrent bien que le blanc est supérieur à l'homme noir qui est un animal. Donc c'est la vérité. Et donc, insidieusement, implicitement, dans la conscience collective, c'est quand même les blancs qui dirigent et les noirs qui exécutent. C'est comme ça. Dans toutes les instances dirigeantes, les grandes instances dirigeantes du monde, capitaliste, c'est l'homme blanc qui dirige. Le G7, récemment, on a pu le voir, il y avait donc que des blancs, un japonais, une femme. Et après, il y avait tous les chefs d'État qui étaient là. Il y avait 3 femmes, je crois, sur 70 personnes. Quelques chefs de... donc ils allaient parler des inégalités à travers le monde. Donc forcément, nord-sud, noir-blanc, homme-femme, entre blancs. Donc nous, on n'est pas invités. On va parler de nous. Tu sais qu'on est dans un monde où il y a l'Arabie Saoudite qui préside une commission sur le droit des femmes. Ouais, voilà. Donc, il faudrait quand même nous inviter et nous faire participer parce qu'on parle de nous. Il y a quelqu'un qui te pose une question. A-t-il reçu des cours d'histoire, notamment sur les déportations et émasculations des Noirs par les Arabes? Ça te parle? Non, mais bon... Sur le racisme. Pourquoi il essaie de me piéger sur... Ah bah t'inquiète, ils vont tous essayer de te piéger. Ouais, mais tu sais, comment dire... C'est pas de piéger. Non, mais il peut me poser une question. Mais je vois pas pourquoi... comment dire... Par exemple, la LICRA aujourd'hui, SOS Racisme, s'ils sont pas d'accord avec Thuram, pourquoi ils se taisent pas? Tu vois, moi, je n'attaquerai jamais quelqu'un qui est proche de ma cause. Jamais. Je vais le soutenir ou je vais la fermer. Si le mec il merde, je vais la fermer. S'il fait des conneries. Si je sais que lui, Thuram, il défend cette cause, il se bat pour quelque chose, la même cause que SOS Racisme, et que et en plus, alors moi je valide tout ce qu'il a dit, hein, évidemment, et je cautionne et je valide et je le soutiens. Et eux, ils ne sont pas d'accord, et ben ils doivent le soutenir quand même, parce qu'ils ont une cause commune, c'est combattre les discriminations et le racisme, l'antisémitisme. Ils ne peuvent pas le lâcher. Ils doivent le soutenir. Et en plus, je pense qu'ils font une erreur, ils se trompent. Et de toute façon, jusqu'à présent, je veux dire, pour Adama Traoré, ils n'étaient pas là. Hein. On ne les a pas vus. Hein.
pour Lukaku, là, plutôt que de taper sur Thuram, ils auraient pu condamner les chants racistes de Cagliari. Hein. Ils auraient pu faire ça. Eux, ils ont préféré taper sur Thuram qui est en train de dénoncer quelque chose de grave. Bah, voilà, SOS racisme, la LICRA. Mais tu peux pas faire confiance à ces gens-là. Je voudrais bien voir le CA de la LICRA. J'aimerais bien voir qui dirige, qui sont ces gens qui dirigent, comment c'est subventionné, qui paye, qui donne l'argent à la LICRA. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien connaître. Revenons sur le racisme anti-blanc. Et le racisme anti-blanc. Non mais... un blanc qui subit... Enfin, le mec, est-ce qu'il a déjà été recalé en boîte de nuit parce qu'il était blanc? Est-ce qu'il a subi des contrôles aux faciès? Est-ce qu'il... moi, j'ai subi tout ça, hein, mais vraiment vénère, hein, et mes potes encore plus que moi parfois. Est-ce que... moi, j'ai appelé un jour pour avoir un appartement, et je suis allé. On m'a dit, mais vous allez vivre à combien là-dedans? À Milan, je cours, contrôle de police. À Milan, j'arrive avec la poussette de ma fille. C'était à la pharmacie et c'était, il y avait une vitre comme ça à la pharmacie et c'était un truc un peu, tu sais, opaque. Donc ils voyaient pas ce que je poussais. Et j'arrive et le mec me fait non, par là. Je dis quoi? Et donc j'étais avec la, donc je pars là-bas et je me rends compte que c'est l'entrée des livreurs. Enfin, voilà, la différence c'est celle-là. Trouver un emploi. J'ai une copine l'autre fois qui m'a dit, son pote il est rebeu, il est musulman, pour trouver un appartement, ils allaient trouver un appartement ensemble, puis elle lui dit bah vas-y on y va ensemble, il dit non vas-y toute seule. Elle dit mais pourquoi? Mais avec moi t'en vas pas l'avoir. Elle dit mais non t'es fou, on y va. Ils y vont, mais ils l'ont pas eu. Puis elle y va seule, ils l'ont. Quand il y a un repli communautaire et que dans certaines banlieues, tu as des gamins blancs qui se font insulter, genre sale blanc. C'est pas... ça arrive, ça arrive pas. Bah, ça doit pas arriver. Ça, je le condamne. Et tout ce qui est méchant et qui peut blesser quelqu'un, voilà, c'est évidemment... voilà, faut pas le faire, c'est pas bien. Voilà, c'est tout. Faut pas que ça arrive, voilà. Mais si peut-être, je suis sûr que à cet endroit-là, les conditions de vie sont pas géniales et que évidemment, à un moment donné, l'histoire de ces historiques des Noirs, des rebeux qui ont été martyrisés, colonisés, revient sur le blanc et c'est leur renvoyer ce qui s'est passé il y a des siècles. Donc tout ça, il faudrait le raconter, l'expliquer à l'école. Je viens d'aller en Martinique. L'histoire de la Martinique, c'est un truc de fou. Ah bah de la Guadeloupe aussi. Hein. Ouais, la Guadeloupe, mais ils finissent autrement. Il n'y a pas de béquets, par exemple, là-bas. En Martinique, il y a les béquets. 100 familles qui ont tout. Quand l'esclavage est aboli, on a indemnisé les Blancs et les Noirs n'avaient rien. Alors vous êtes libres, mais vous n'avez rien. Alors, tu sais qu'à un moment, on pouvait acheter sa liberté quand tu étais noir. Tu pouvais te payer. Enfin, et là, les 100 béquets, alors ils ont tout. Ils ont tous les terres. Ils ont tout l'économie. Ils sont sur des collines. Ils se protègent. Et ils ont... pas de pouvoir politique parce qu'ils veulent pas. Par contre, c'est eux qui gèrent. Donc, par exemple, tu vois, quand il y a des grèves et tout, ils laissent faire un petit peu. Puis, au bout d'un moment, ils appellent le type qui est en charge. Ils disent, ouais, bon, les mecs, là, faut régler ça. Ils appellent le préfet, ils font venir les keufs. Et hop, c'est fini. Voilà. Et tout ça géré... Parce qu'en fait, il faut savoir que la Martinique appartient à la France. Donc, ne fait aucun commerce dans les îles Caraïbes, elle fait partie de l'Union européenne, donc elle commerce que avec l'Europe, donc elle est gérée par la France, et la France ne veut pas lâcher. Enfin, ils sont pas libres encore là-bas. On leur passe le bonjour.
Quand tu vois qu'il y a la polémique avec Marlène Schiappa et les slogans homophobes dans les stades, et que les supporters ont répondu, bon, en gros, je résume trivialement, nous prend pas pour des débiles mentaux quand on voit la France traiter avec le Qatar où les homosexuels, c'est des moins que rien. C'est un peu ambivalent ce que tu nous dis. Qu'est-ce que t'en penses, toi? De toute façon, c'est vrai que la France n'est pas claire sur plein de sujets. Comme lesquels? Comme ce que tu disais aussi. La guerre au Yémen, voilà, l'Arabie Saoudite. De toute façon, moi, Macron, je veux dire, ils viennent de voter le CETA, et en même temps, ils me demandent de faire le tri sélectif, quoi. Donc, vraiment, juste, t'as envie de rire. Tu vas dire à Bolsonaro d'arrêter de brûler l'Amazonie pour s'enrichir, et en même temps, tu fais du libre-échange avec ce pays-là, et tu fais rentrer d'autres denrées, d'autres biens qui sont liés à la pollution, à la destruction de la planète. Donc évidemment, je comprends ce que disent les supporters. Néanmoins, bon, il faut que ça arrête, ces chants homophobes dans les stades. L'autre fois, il y avait une bonne discussion entre un gars des supporters et un type de Rouge Direct, une association qui lutte contre l'homophobie. Et le dialogue, il est là. Ils vont trouver des solutions. Ça va s'arrêter. Les supporters, en utilisant ces banderoles homophobes et en blessant des homosexuels, ils provoquaient la Ligue. Qu'ils sont homosexuels ou pas, il faut qu'ils arrêtent. Ils ont d'autres moyens d'aller se plaindre et d'aller combattre. Ils sont dans la même situation finalement, parce c'est une sorte de discrimination aussi des supporters qui n'ont plus le droit de se déplacer. On est dans un pays où le préfet ou la Ligue peut interdire aux gens d'aller supporter leur club, arbitrairement comme ça. C'est l'État policier qui décide, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas aller supporter votre équipe. Tu peux aussi comprendre cet état où il y a les hooligans, ça casse tout, ils se fracassent. Quand il y a un match au parc, on est obligé de faire un périmètre de sécurité avec des quarts de CRS un peu partout. J'ai l'impression qu'on nous ment. Moi. J'ai l'impression que tout ça est faux, quoi. Tout ça est une construction. Combien de matchs il y a tous les week-ends à travers la France? Combien de matchs à travers le monde de football? Combien de fois ça se passe mal? Ça se passe mal, c'est évidemment dramatique, tragique, c'est trop, mais en fait c'est très peu. Et à chaque fois, on nous enlève une liberté. À chaque fois, on nous met une loi de plus pour nous taper dessus, pour nous bloquer, pour nous enfermer. C'est faux. Tu sens une radicalisation de l'État? Je le sens pas, tu le sais, tu te moques de moi là. C'est un sketch, quoi. Les gilets jaunes, ce qu'ils ont pris sur la tête. T'as des mecs... la police, qui normalement est là pour me rassurer, elle est là, je la paye en plus, c'est moi avec mon pognon. Je paye des gens pour protéger l'État, en fait. C'est-à-dire pour protéger les politiques, etc. On les protège à l'Élysée, à Matignon et compagnie. Ils sont pas là. Ils sont là pour nous taper dessus. Non. Normalement, ils devraient être là pour nous rassurer. Moi, je devrais voir un flic être content. C'est cool. Mais je ne devrais pas avoir peur de lui. J'ai fait la manif du 1er mai, moi. J'ai vu comment ça a fonctionné. J'en ai fait d'autres avant, mais la manif du 1er mai, avec les gilets jaunes comment on était nassés et comment tout était organisé pour qu'à un moment on pète un plomb. Il n'y avait aucune issue sur les côtés. Tu ne pouvais pas t'échapper. À un moment, on a fait marche arrière parce qu'on sentait que ça allait serrer. Et donc on a fait marche arrière, on a voulu sortir sur les côtés. Et là, en fait, il y avait les flics qui nous empêchaient. Il y avait des familles avec des enfants, il y avait une femme enceinte, il y avait des personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir, qui ont commencé à s'énerver. Et c'est là que ça peut dégénérer. Ils ont intérêt que ça dégénère, ce genre de moment. Pourquoi? Parce qu'après, ils peuvent dire, voilà, ça s'est mal passé, donc on va encore plus réprimer. Moi, je crois qu'en fait, les gens, si tu les laisses peinards, mais ça se reconstruit tout ça. Parce que là, maintenant, on a peur, maintenant, c'est devenu un peu dangereux. Et ça se reconstruit, ce truc de liberté, de cool, de vivre ensemble. Moi, j'ai pas peur, moi, quand je traverse la rue. Quand je me balade dans la rue, j'ai pas peur. J'ai pas peur qu'il m'arrive quelque chose. J'ai pas peur du tout. Et toi? Après, il y a des endroits où c'est dangereux. Hein. Où ça? Je sais que j'ai des copains ou des amis, ou des filles notamment, qui sont à la Chapelle, où c'est plus dangereux. Voilà. Pour les filles, la nuit, plus tard, dans certains endroits, c'est dangereux. Donc il faut... mais dans un monde idéal, ça devrait marcher, tout ça. Ça devrait marcher. Est-ce que tu peux comprendre aussi le flic qui se reçoit des pavasses sur la gueule, des jets d'acide, des choses comme ça?
est-ce que tu peux comprendre qu'ils se radicalisent aussi de leur côté? Bah, ça ne doit pas arriver, évidemment, dans les deux sens. Je me fais l'avocat du Bah diable. oui, alors je sais plus pas comment dire ça, mais il y a la dépression chez les flics, etc. Le suicide. Il y a du suicide chez les flics. Évidemment, ça ne doit pas arriver, mais c'est l'État qui crée ça. C'est l'État qui les met en conflit avec... je veux dire, ils sont juste du mauvais côté de la loi, en fait. En fait, on vit ensemble et on nous oppose. Mais c'est Castaner et compagnie qui créent ça, qui créent ces conflits, ces dépressions. C'est eux qui le créent. C'est pas les gilets jaunes. C'est pas les gilets jaunes qui sont responsables de la dépression ou des suicides chez les flics. C'est l'État. C'est organisé pour qu'on soit en conflit. On devrait vivre ensemble. Récemment, j'étais à un endroit... j'aime bien raconter des histoires. On a le temps. Ouais, il y avait un petit barbecue sauvage chez des potes dans un magasin. Puis il y a des filles, il y avait Oxmo Puccino qui était là. Il y a des filles qui ont reconnu Oxmo et ouais, il y a Oxmo Puccino, ils se sont arrêtés et ça a commencé à discuter, c'était génial. Alors que ça buvait, il y en avait qui fumaient des joints. Bah ouais, ils sont juste du mauvais côté de la loi, quoi. Est-ce que tu suis un peu l'actualité en Inde ou pas du tout? Au Cachemire, tu vas me parler? Exactement. Ouais, il y a des conflits. L'Inde, ça craint, là. On a enlevé des... Bah, c'est l'extrémisme hindou, je sais pas comment on dit. C'est un hindou qui est au pouvoir et qui voilà, il y a des musulmans qui ont été destitués de la... Apatride. Voilà, ouais, c'est un vrai grand problème. C'est très étrange parce qu'en même temps, il n'y a pas si longtemps, moi je suis allé en Inde plusieurs fois et je me disais c'est quand même une démocratie incroyable, quoi, qui fonctionne alors qu'il y a des castes et des centaines de millions de personnes qui crèvent la dalle et comment ils s'entretuent pas. Ils s'entretuent un peu quand même, il y a des conflits. Hein. Voilà, nous aussi, il faut qu'on bouge sur tous ces conflits, ces problèmes. L'extrémisme, il arrive au pouvoir un peu partout, il arrive aussi là-bas et il va tuer des gens. Les problèmes sociaux se transforment en xénophobie, en racisme, et emmènent des gens comme ça au pouvoir. Salvini en Italie, Bolsonaro, Trump. Je parle sous ton contrôle. Ouais. Ils n'ont pas dépénalisé récemment l'homosexualité en Inde? Ah, je sais pas, là tu m'as... Communauté, nous checker ça. Communauté. Mais ça me rend triste, moi. Tu sais, je me sens très indien, très indien. Ma culture était très forte, indienne à la maison. Je suis allé en Inde un jour et j'étais avec mon pote et puis on se promenait. Et puis j'étais dans la rue, il est parti et puis j'attendais à un coin de rue. Et il y a une personne qui est venue et qui m'a dit « Je cherche ma route, où c'est ?» Et je me suis dit « Mais c'est mon pays, quoi. Je suis indien. Je suis indien. Et je suis français aussi. » Sur l'homosexualité, avec le foot, tu penses que vraiment ça va s'arranger? Est-ce qu'il faut vraiment éduquer les gens, c'est-à-dire arrêter les matchs quand il y a des choses qui dégénèrent? Alors, l'homosexualité, le racisme, le sexisme, il faut lutter contre toutes les discriminations, évidemment, ensemble. C'est impossible de les dissocier. Et moi, je pense que la seule peur de la Ligue de football, c'est que le match s'arrête, mais définitivement. Parce que le show s'arrêtera à ce moment-là. Et les droits de télévision, c'est plus important que tout. Le foot qu'on vend. Tu sais pourquoi on met des cartons jaunes aux joueurs qui enlèvent leur maillot? Tu sais pas? Tu vois, tu marques un but, t'es content, t'enlèves ton maillot. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, le moment où tu marques le but, eh ben, on doit voir la pub. Si t'enlèves ton maillot, on ne voit plus la pub. Conforama, je sais pas quoi. Eh ben, c'est le seul truc que le joueur de foot doit attaquer, que le show s'arrête. Si jamais les joueurs de foot, je ne sais pas si tu as remarqué, à chaque fois qu'il y a des choses qui arrivent comme ça, c'est la prochaine fois. La prochaine fois, on arrêtera le match. Alors ça dure, hein, parce qu'à chaque fois, la prochaine fois, enfin dans le match, la prochaine fois,
La prochaine fois, ça n'arrive pas souvent, puisque les gens, ils ont peur, ils veulent continuer le match. Même les entraîneurs, même Comboiré l'autre fois avec Prince Guayano, Comboiré qui est noir, il lui a dit vas-y, on rejoue. Bah non, on arrête le match, les gars, à un moment, parce qu'on a dit qu'on arrêtait le match. Mais non, on n'arrête pas le match. Et donc la prochaine fois, c'est forcément dans une autre ville, dans un autre stade, avec des nouveaux joueurs et des nouveaux racistes. Donc, on redit la prochaine fois. Ou des nouveaux homophobes. Et les nouveaux homophobes. La prochaine fois. Et la prochaine fois, ça n'arrive pas. Et donc moi, je suis sûr que les joueurs, de nouveau, mais pour tous les joueurs, sont les hommes forts. C'est eux qui ont le pouvoir. Neymar, Messi, Ronaldo, si un jour ils décident ensemble d'arrêter, eh ben, ils vont faire peur à la FIFA. Tu vois, récemment, Messi, il a lourdement critiqué la fédération sud-américaine en disant « vous êtes des corrompus et tout ça ». Bah, c'est vrai, ils sont des corrompus. Moi, j'en suis sûr, c'est approuvé. Hein. J'ai l'impression que c'est vrai. Et puis, il s'est excusé derrière. C'est dommage. Il s'est excusé. Neymar, il s'est excusé aussi pour son quand il a enfin non, je ne sais pas s'il s'est excusé, mais en tout cas, il a pris quelques matchs, tu sais, quand il a dit que les arbitres avaient triché sur la main de Kimpembe. Pour le VAR, c'est le VAR. Le VAR, les joueurs, par exemple, ils peuvent décider de refuser le VAR. Tu vois, ils n'ont même pas été consultés. Les joueurs ont un pouvoir énorme. De toute façon, tu sais, c'est un peu... C'est comme dans le monde du travail. C'est la force du travail et puis les moyens de production. Là, ils organisent et eux, ils jouent. Mais en fait, s'ils arrêtent de jouer, il n'y a plus rien au-dessus. Hein. En fait, la FIFA n'existe pas. Hein. Le foot pourra continuer toute sa vie sans la FIFA. Par contre, la FIFA n'existe pas si Neymar il arrête de jouer au foot. Hein. Et c'est là que les footballeurs ne comprennent pas ça. Ils peuvent changer les choses. Alors évidemment, ils ont peut-être peur ils n'ont pas envie parce qu'il y a des contrats. On les a payés tellement cher qu'ils ont perdu leur liberté. C'est normal de payer aussi cher des gens? Alors, c'est un drôle d'endroit parce que souvent, le capitalisme, il fonctionne sur gagner, travailler beaucoup et produire très vite et tu n'es pas payé pour ce que tu travailles. Alors là, est-ce que tu es payé pour ce que tu travailles quand tu es touché? Là, c'est l'inverse peut-être. Tu es peut-être trop payé. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont très mal payés. Il y a beaucoup de précarité, beaucoup de chômage dans le football. Tu vois, Neymar, c'est peu de joueurs qui touchent beaucoup d'argent comme ça. Et en échange, c'est aussi un endroit très étrange où quand tu as un échange de joueurs, il y a un échange d'argent. Il n'y a pas beaucoup de métiers. Si tu pars d'Esso à Total, à part une clause de confidentialité, un truc comme ça, il n'y a pas d'argent qui circule. Tu peux casser ton CDD. Tu peux être licencié. C'est des CDD qu'on casse et on a intérêt à le casser. On n'a jamais intérêt à ce qu'il aille au bout parce que sinon il n'y a pas de transfert. Donc on rachète un joueur pour son talent, son âge et la durée de son contrat. Et on casse le CDD, on le fait aller ailleurs. Et on valorise ce truc, c'est coté, je ne sais pas trop comment il faut. Et là, tout le monde s'en met plein les poches. Et Neymar, tout le monde? Bon, je ne sais pas, les agents, les rétrocommissions, les directeurs sportifs, les présidents, je ne sais pas trop comment ils s'arrangent entre eux. Société offshore, je ne sais pas trop. Et le joueur, il en prend sa part, le père du joueur, etc., etc. Neymar, là, il s'est fait piéger parce qu'en prenant énormément d'argent, en payant sa clause libératoire, il s'est retrouvé coincé, puisqu'il n'a plus de clause. Ce que j'ai aimé, c'est quand même qu'il a voulu racheter son contrat, ça j'ai adoré. Il a quand même voulu donner 20 millions d'euros. Alors j'aimerais qu'un joueur un jour arrive et dise « moi je rachète, Neymar, je me rachète ». Quoi. Avec 20 millions d'euros, il avait sa jambe gauche, pas plus. Mais bon, il a été contraint à jouer. Alors là, par exemple, tu vois, Neymar, il a deux solutions. Jouer ou pas jouer. Il a le droit. Hein. Alors, jouer, c'est bien jouer ou mal jouer. Il a plutôt intérêt à bien jouer. Et il a aussi la possibilité d'arriver tous les vendredis avec un certificat médical et de dire « Oh, j'ai mal là, je ne peux pas jouer ». Et là, qu'est-ce que le Qatar peut faire? C'est une guerre. Soit Neymar, c'est 3 ans de contrat, tient le coup et part à un moment, parce que le Qatar est obligé de le laisser, soit le Qatar le laisse à pas jouer pendant 3 ans. Mais il ne le fera pas, Neymar. Je ne pense pas. Je pense qu'il va jouer. Pour inverser les rapports de force. Bon courage. Rabiot l'a fait, hein. Mais ça a duré que 6 mois. On va parler du football féminin.
pourquoi elles sont pas autant médiatisées? Pourquoi on les met pas plus en avant? C'est de nouveau. En plus, elles jouent mieux, non? Mais oui, mais c'est de nouveau la société elles qui. Elles sont moins souvent par terre, elles font moins souvent de simagrées. Puis c'est super. Et puis Rapinoe, c'est une femme fantastique. Mais j'étais tellement content qu'elle gagne la Coupe du Monde et qu'elle marque en finale. Voilà, pour ce qu'elle a. Voilà, une femme qui se bat. Par exemple, tu vois Kaepernick. Tu vois, qui se bat contre le racisme aux États-Unis, contre Trump et tout, et ben elle est une femme blanche qui défend la cause noire. C'est ça la vie. C'est que le racisme, on en parlait tout à l'heure, la cause des femmes, c'est la cause de tout le monde. La cause des noirs, c'est la cause de tout le monde. On vit en société, on vit ensemble. C'est notre histoire. L'histoire. Bizarrement, quand on parle de l'histoire, c'est l'histoire des Blancs et c'est l'histoire de tout le monde. Mais quand on parle de l'histoire des Noirs, c'est que l'histoire des Noirs. Ben non, c'est l'histoire de tout le monde. Il y a un super interview d'un joueur américain de basket qui parle de ça, comment les Blancs doivent soit la fermer, soit participer au combat. Mais jamais faire la LICRA, SOS Croatie, lâcher le combat de Thuram. Ils ont lâché le combat de Thuram. C'est des traîtres. Et pour le football féminin, évidemment, l'égalité, il y a l'égalité ou pas l'égalité, voilà. Il n'y a pas de niveau d'égalité, c'est l'égalité ou pas d'égalité. Et tout a été construit depuis très longtemps, parce qu'il faut savoir que au début du siècle, le football féminin était quelque chose qui fonctionnait très bien, qui marchait très bien, qui remplissait les stades, et on a tout fait pour que les femmes retournent au fourneau, en disant qu'elles n'avaient pas de légitimité, que c'était moins bonne, etc., etc. Et donc après, on en arrive à ce que les femmes ne jouent plus au football. Et quand elles jouent, on dit qu'il faut qu'elles génèrent autant d'argent que l'homme pour pouvoir toucher le même salaire. Non, je veux dire, tant qu'on ne leur donnera pas le même salaire, il n'y aura pas d'égalité. Et tant qu'on ne les rendra pas visibles, là, il faut savoir que le handball féminin, championne du monde ou d'Europe, n'a pas de diffuseur en France. Il n'y a pas de diffuseur récemment. Tu verrais des matchs mixtes? Pourquoi pas? Des équipes mixtes? Pourquoi pas? Il y a la mixité jusqu'à un moment. Aujourd'hui, il y a peut-être des différences qui font que ça s'arrête, mais pourquoi pas? De toute façon, tu sais, c'est Idriss Abarken que tu as reçu qui dit les révolutions, les changements, c'est toujours ridicule, dangereux, évident. Aujourd'hui, on rigole quand on dit l'égalité salariale. L'égalité salariale pour les femmes et les hommes à travers la société, partout. C'est pas gagné. Hein. Et dans le foot, là, on rigole. Et un jour, ce sera dangereux parce que ça va commencer à arriver. Puis un jour, ce sera évident. Le droit de vote, c'est passé comme ça, le droit de vote pour les femmes. Les gens rigolaient. Puis après, ah merde, putain, fais chier. Puis en plus, t'as l'air d'un con parce que c'est en train d'arriver. Donc tous les intellos qui disaient faut pas le faire et tout, ils ont l'air de cons. Et puis d'un seul coup, ça arrive et tout le monde dit ah bah oui, c'est normal. C'est toujours comme ça. Et moi, j'ai fait plein de plateaux pour défendre cette égalité salariale, qui est pour moi quelque chose de très important. Là, les Anglais viennent de l'imposer dans les équipes nationales. Alors, dans le privé, Aulas, il fait ce qu'il veut. Hein. Je crois qu'il fait bien avec son équipe féminine. Hein. Mais il a le droit, c'est son problème. Même s'il faut le combattre, il faut faire en sorte que ça avance. Mais dans la Fédération française de foot, par exemple, la Fédération française de foot, dans ses statuts, doit lutter contre toutes les discriminations de genre dans le monde du foot. Il doit organiser le football de masse. À aucun moment, il a l'obligation de gagner la Coupe du Monde. Il est hors de ses statuts quand il ne donne pas le même salaire aux femmes et aux hommes. Alors, ils vont dire que la FIFA donne moins d'argent en fonction des compétitions. Faut savoir que les Américaines, qui sont triple championnes du monde, qui remplissent des stades, qui font gagner de l'argent à la fédération américaine, sont moins payées que les hommes qui n'ont même pas joué la dernière Coupe du Monde. Et elles viennent de perdre de nouveau dans leur conflit avec leur fédération. Les Françaises, par exemple, si on faisait, puisque l'argent, c'est la fédération qui reçoit cet argent, ils pourraient tout mélanger et redistribuer. Je suis sûr que si on disait à Griezmann, Pogba, qui sont des gens très bien, et tous les autres, on leur disait mais en fait il faut partager, ils diraient bah oui évidemment. Bizarrement c'est ceux qui dirigent, et de nouveau des hommes, qui refusent ça. Tu sais, il y a eu la petite histoire du château, je ne sais pas si tu avais suivi,
cette petite histoire du château. Les filles étaient au château de Clairefontaine et elles préparaient la Coupe du Monde et les hommes devaient préparer un match éliminatoire pour l'Euro, je crois, ou un truc comme ça, ou un match amical. Et les hommes sont arrivés, elles ont dégagé, elles sont parties dans un autre endroit. C'est normal, c'est le château des hommes. Non, c'est pas la Fédération française de foot des hommes, c'est la Fédération française de football. Et là encore, même Corinne Diacre a dit c'est normal historiquement. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Et je suis sûr et certain que si on avait demandé à Griezmann, Pogba, Mbappé, à ces petits gamins jeunes, ouverts d'esprit, sympas, est-ce que vous voulez laisser le château? Mais ils auraient dit mais vas-y. Nous, on va aller là-bas et on va gagner. Vous inquiétez pas. J'en suis sûr. C'est compliqué. Hein. C'est verrouillé. C'est verrouillé. J'étais à un truc sur le... Je sais plus c'était quoi ta question au départ déjà. C'était sur les femmes. Football féminin. Ben ouais, l'égalité. Sur un plateau, on m'a dit, ouais, un jour dans le débat, on m'a dit, il y a une limite à l'égalité homme-femme. Bah oui, il n'y a qu'une limite, c'est l'égalité, quoi, mec. Il n'y a pas d'autre limite. Qui c'est qui a dit ça? Je dirais pas. On va revenir sur l'égalité. J'ai écouté cet après-midi une vidéo de toi et tu parlais d'un buffet qui était organisé par ton entraîneur et il voulait un buffet halal. Et tu disais, bah, on est dans un pays laïque, on fait pas de buffet halal. Non, alors, en fait, moi, je m'en tape, hein, qu'il y ait un buffet halal ou pas. Pour éviter les problèmes, il aurait dû faire un buffet halal, un buffet pas halal. Je pense que ça aurait été ça. Après, c'était Raymond Domenech, hein. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a beaucoup compté pour moi, qui a toujours tout fait pour tout ce truc de vivre ensemble, de lien social. C'est un mec génial. Et donc, mais c'était ce truc-là où... je savais que comme le buffet était halal, ça allait être repris et on allait stigmatiser, donner le bâton pour taper encore sur l'islam. Et je me disais, plutôt que de taper sur l'islam en mettant qu'un buffet halal et qu'on dise après, ça y est, l'islam nous envahit, ça y est, on va se convertir à l'islam, je m'étais dit, vaut mieux mettre un buffet halal, un buffet, je sais pas, cachère, un buffet tout ce que tu veux. Celui qui bouffe de la viande, il y a la viande. Et voilà, et aussi un buffet qui n'est pas halal. Comme ça, tu prends pas de risque. Mais en fait, moi tu mets ce que tu veux. Tu connais des végétariens dans le monde du foot professionnel? Non. Genre, je me dis que les Indiens, ils peuvent pas y arriver dans le foot. Genre, c'est une blague. Hein. Comme la moitié de la population est végétarienne, ils bouffent du curry à longueur de journée, comme moi. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas une grande équipe de football, mais c'est pas pour ça du tout. Hein, puisque, en fait, ils sont en 1950, à la Coupe du Monde, ils arrivent pieds nus, on leur refuse de jouer, on refuse les Indiens. Et ils rentrent et le football décline à ce moment-là. Est-ce que tu vois d'autres pistes pour sauver la cohésion sociale en France? Parce que là, tu connais la chaîne YouTube depuis un certain nombre d'émissions, je dirais d'années. On parle d'économie. Tu as une formation en économie, toi, non? Moi, j'ai fait de l'économie. Je ne suis pas allé loin. Hein. J'ai passé mon bac A1 à l'époque. C'est un bac assez dur, par correspondance. Pour les gens là, qui disent que les footballeurs sont des abrutis. Tout seul donc, parce que j'étais au centre de formation. Mes frères et sœurs sont tous diplômés. Et puis après, je suis allé à la fac et après, j'ai commencé à jouer avec les pros. J'allais à la fac parce que je voulais avoir cette carte étudiante. À l'époque, je ne rentrais pas en boîte de nuit. Avec la carte étudiante, dans les soirées étudiantes, je savais que j'allais rentrer. On n'allait pas pouvoir me recaler. Et donc, c'était hyper important. Et puis, après, j'ai commencé à jouer. J'ai arrêté. J'aimais bien aussi aller jouer aux échecs dans les foyers africains qui étaient autour de la fac. C'était vachement important pour moi. Tu veux te lancer en politique? Évidemment, ouais. J'ai toujours fait de la politique. La vie, c'est politique. Tout est politique. Le sport, c'est politique. Celui qui dit je fais pas de politique, déjà, il est de droite. Et celui qui dit je m'intéresse pas à la politique, il est forcément de droite. C'est marrant ça parce que les gens de gauche le disent. Je suis de gauche. Bon, voilà, c'est une conviction profonde. Je suis de gauche. Je suis un homme de gauche, très à gauche. Jean Ziegler, il dit, il a écrit le livre que j'ai lu, qui est formidable. Il est formidable cet homme. Il est incroyable. C'est surtout très rigolo. Ouais. Puis c'est formidable, quoi. Ces gens-là, Michel Serres, lui, Badiou, moi, tu sais, j'arnaque tout le monde. Je cite 3 mecs à chaque fois.
Mais c'est passionnant, des gens qui se battent depuis toujours pour quelque chose et moi, ils me guident, ces gens. Ziegler, tu lui as posé à un moment la question, mais pourquoi tu fais ça? Comment tu fais pour dormir? Elle a dit, c'est pas important comment je fais pour dormir. Par contre, je vais continuer parce que j'ai une responsabilité de le faire. Moi, homme blanc privilégié, je dois le faire. Je dois aller libérer quelqu'un d'autre. Je me suis un peu libéré. Moi, je me sens un peu libéré, un peu libre, même si je suis salarié d'une entreprise et que j'ai des patrons, etc. Mais bon, je peux aller libérer quelqu'un d'autre. Je dois le faire. Parce que, tu sais, parfois, j'ai envie d'abandonner. Hein, parce que t'es là, t'es assis, tu te dis, putain, mais j'ai envie d'être peinard. Puis le lendemain, j'y retourne. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Je dois aller libérer les autres. Je me trompe peut-être, hein. Et Jean Ziegler, il dit qu'il faut détruire le capitalisme. Le capitalisme expliqué à ma fille en espérant qu'on en verra la fin. J'adore. C'est incroyable. Et il n'en verra peut-être pas la fin, mais il se sera battu toute sa vie. C'est très important. Badiou, il dit un truc, son livre « Attention à l'homme blanc, enfant du rivage » ou un truc comme ça. Je ne sais plus, ce livre qui est super, comment il parle de la colonisation, etc. C'est génial. Est-ce que tu trouves les gens de gauche, des fois, vraiment très intolérants par rapport à des idées qui ne sont pas les leurs? Et est-ce que, par exemple, toi, en tant qu'homme de gauche, t'irais discuter, échanger avec quelqu'un qui n'est pas de tes opinions politiques, et même à l'inverse de tes opinions politiques? Oui, évidemment. Ouais. Mais je crois que dans ce genre de discussion ou de débat, il ne faut pas essayer de te convertir l'autre, c'est pas possible. C'est des mondes qui s'opposent. Je ne vais pas essayer d'avoir raison. Je pense que le capitalisme tue la planète, tue les hommes, détruit... Et eux, par exemple le ruissellement, etc., ils pensent autre chose. Est-ce que, dans ces deux conceptions, est-ce qu'on veut la même chose, être heureux, etc. Est-ce que c'est avancer ensemble? Est-ce que c'est la même chose et qu'ils croient en ça et moi je crois en ça? Je pense qu'ils se trompent. Je pense que nous on a raison et l'histoire montre aujourd'hui que Jean Ziegler le dit encore une fois. Il y a un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes parce que le capitalisme tue. Tu vois? C'est pas je suis contre la faim dans le monde, tu vois. C'est pas tu vois, un homme de droite qui dit je suis contre la faim dans le monde. Il y a des gens de droite qui sont contre voilà, la faim ils le disent évidemment, ils sont contre la faim dans le monde. Non, un enfant meurt toutes les 5 secondes. Ils racontent comment cet enfant meurt et pourquoi le capitalisme tue ces gens. Aujourd'hui, il y a quoi aujourd'hui comme sujet? L'écologie et les migrants. Et les migrants, c'est quoi? C'est de la fuite de la misère due à l'écologie, due à comment on exploite la planète et comment on maltraite la planète et comment on déséquilibre. L'économie aussi. Oui, mais l'économie, c'est quoi? C'est aussi le réchauffement de la planète, etc. C'est abîmer la couche d'ozone, les catastrophes naturelles, etc., les sécheresses, enfin, tout est lié à ça. Et donc les gens, ils partent, ils fuient. Parce que nous, on est en train de les tuer. Et on va continuer. Voilà. Donc, il faut régler ce problème. Comment tu fais pour régler ce problème-là? Moi, je sais, hein. Mais il faut prendre le pouvoir. Et tu prends le pouvoir comment? Ça, je sais pas. Alors là, je sais pas, quoi. Je veux dire, faut... C'est pas une révolution des consciences qu'il faut? Il faut peut-être une révolution, quoi. Peut-être une révolution. Un philosophe indien qui s'appelle Krishnamurti. On est à 1,5 milliard, mec. Comment tu veux que je connaisse, lui? Je suis sûr qu'après cette émission, tu iras le poser. J'irai le voir. Moi, j'écoute beaucoup un gourou spirituel qui s'appelle Sadhguru, qui est génial, qui fait des petits trucs, il est tout le temps mort de rire et tout, qui est génial, je l'écoute souvent. J'ai pas fini, tu m'avais posé une question avant, mais tu m'avais posé une question sur les gens de droite et les gens de gauche. Est-ce que tu irais discuter avec un raciste, par exemple? Est-ce que c'est intéressant, quoi? Est-ce que je peux lui faire changer d'avis? Je vois bien, là en ce moment, moi, je tweete un peu des choses. J'ai mis récemment, salut les hommes blancs du G7. Par provocation et parce que c'est vrai.
J'ai évidemment rien contre les Blancs. J'ai contre ces 7 personnes et comment le monde il est organisé. Et les gens Dorasso, t'es raciste, anti-blanc. C'est l'extrême droite qui m'a attaqué. C'est les gens d'extrême droite qui sont venus me mettre des commentaires. J'en ai juste rien à faire. J'ai identifié mon ennemi à ce moment-là. Je sais que ces gens-là veulent me faire la peau. Parce que ils sont racistes, eux, ces gens-là. Et ils ne supportent pas que je leur dise, bah oui, le monde, il est organisé comme ça. Je leur dis la vérité. Donc évidemment, il faut changer tout ça. Mais c'est compliqué, c'est verrouillé. Juan Branco l'explique bien dans son livre. Juan, comment l'entre-soi, la cooptation s'organise pour protéger les intérêts des uns et des autres. Bégodeau en parle aussi dans comment la bourgeoisie s'organise. Une question de Tatiana. Quelles sont les 3 actions, choses qu'il ferait si il arrive au pouvoir, si tu avais le pouvoir? Les 3 actions. Choses qu'il ferait dès qu'il aurait le pouvoir. Imagine, toi, je te donne une baguette tout de suite là. Je te mets président de la République française. Tu te vois là avec l'écharpe et tout, les clairons, les trompettes. Je fais un truc déjà, un gouvernement plein de mixité et de diversité, un vrai truc mélangé, des jeunes, des vieux, un truc avec des discussions, on partage, on fait ensemble, Je me mets au service des gens, pas à mon service. La fonction, tu vois bien, tous ces gens qui sont au pouvoir, ils sortent des mêmes écoles et c'est un métier. Ils font une carrière. Ils n'ont pas travaillé de leur vie. Ils sont même parfois pas élus jusqu'à une élection parce qu'en fait ils sont placés par là, puis à un moment ils sont élus. Et donc ils protègent leurs intérêts et ils protègent leur carrière et ils servent le grand capital. Donc moi évidemment c'est tout vers le public, tout vers les plus démunis, tout vers les plus fragiles. C'est par exemple l'école, l'hôpital, l'éducation, très importante, le sport, la jeunesse, c'est tout ça vers ça. Le progrès, évidemment, qu'est-ce qu'on fait du progrès, comment la recherche, qu'est-ce qu'on fait de la recherche, comment on s'organise, et évidemment sortir de la société de consommation, je ne consomme pas moi, j'essaie, je fais mon mieux, j'achète des tennis, j'aime bien mes tennis. Tes chaussettes. Ouais. J'aime bien, j'achète des tennis, j'essaie de consommer. Mais moi, je suis pas responsable de ce qui se passe. Hein. Franchement, je suis tout seul. Hein. Je vais pas tuer la planète. On essaie de nous culpabiliser individuellement, alors que eux, ils signent le CETA, et, les libres-échanges. Ils s'arrangent entre le privé et le public pour faire des allers-retours et s'organiser pour se placer. Et puis après, subventionner les uns et les autres. Ils créent des poches fiscales, etc. Bon. Thomas Porcher pourrait expliquer tout ça bien mieux que les niches fiscales. D'ailleurs, d'habitude, on n'a pas d'eau de bouteille en plastique, mais bon. Et juste un truc pour finir. Le CAC 40, les milliardaires, je les dépouille, quoi. Il faut aller leur prendre leurs milliards, quoi. Ça sert à quoi? Comment pour aller prendre leurs milliards? Mais quand tu es milliardaire, tu as forcément volé, triché, exproprié. Tu peux pas t'être enrichi sans avoir triché, sans avoir été dégueulasse. C'est impossible. Ils ont volé les gens. Et il faut aller le reprendre. Merci patron de Ruffin. Il explique comment ça se passe. Et puis bon, on pourrait. Il faut aller. À un moment, voilà, on les taxe à 100%. Et ils se barrent dans d'autres paradis fiscaux. Oui, c'est intraçable ces histoires avec les sociétés offshore et tout ça. Je pense qu'on peut, la croissance, ça sert à rien la croissance, parce qu'en fait, tu vois bien que moi j'habite aux Abbesses, je n'ai pas besoin de m'acheter des vêtements. Quand je rentre dans un endroit, je rentre plus dans les magasins, je n'ai pas besoin de 2 paires de lunettes, je n'ai pas besoin de tout ça. Et nous, on nous dit de consommer, il faut qu'on consomme, et c'est un truc c'est une fuite en avant. En fait, on n'a pas besoin de tout ça, il faut sortir de la société de consommation, il faut qu'on se voit plus, il faut qu'on se parle plus. Il faut qu'on se croise plus. Tu sais ce qui se passe si la consommation ralentit? Quelles sont les répercussions sur le système financier si la consommation ralentit? Est-ce que tu as essayé de creuser ce sujet-là? Je ne suis pas un expert de ça. J'imagine que leurs marchés vont s'effondrer, la confiance va perdre et ils vont flipper et leur truc peut s'écrouler. Mais
je suis sûr que eux, s'ils s'écroulent, en fait, je veux dire, par exemple, l'endettement, là, tu vois, l'endettement, là, moi, je vois bien, là, j'ai lu récemment sur ADP, sur les autoroutes, sur notre hôpital qu'on vend, on a vendu, je crois, Privatisation, ouais. la privatisation, on a vendu quand même l'Hôtel Dieu, 80 millions d'euros, à quelqu'un qui va en faire un hôtel de luxe, des trucs. Notre hôpital, quoi. Je crois que les autoroutes, c'était 2 milliards, ça rapporte 2 milliards, les autoroutes, enfin, pas les autoroutes, oui, les autoroutes, je crois, ça rapporte 2 milliards, je crois, 3 milliards, et on les a vendus 3 milliards. Alors en fait, on a vendu quelque chose qui rapporte de l'argent à l'État, et mais c'est n'importe quoi. ADP, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent à l'État. Pourquoi on le donne au privé? La Française des Jeux. Ah voilà, c'était la Française des Jeux dont je parlais. La Française des Jeux. Ça rapporte 3 milliards à l'État. Pourquoi on le donne? Pourquoi on le garde pas? C'est un patrimoine. J'aime bien. Peut-être tellement en slip qu'on a besoin de récupérer du pognon et on vend les bijoux de famille, non? On a tellement, peut-être, le gouvernement... Mais on nous ment sur l'endettement, par exemple. Tu vois. Pourquoi? On nous ment. On n'est pas endetté, puisque en fait, on rembourse sur des années. On a une dette d'une année, on nous dit ouais, on est endetté cette année, mais en fait, on rembourse sur plein d'années. Et en fait, en face, on a un patrimoine qui est quand même plus supérieur à notre endettement. Donc, on n'est pas endetté. Moi, quand j'ai une maison, je la rembourse bien sur 25 ans. Et donc, la maison, elle vaut plus cher que mon remboursement, enfin mon emprunt. Donc, je suis pas, le jour où j'ai un problème, je vends ma maison et je rembourse mon emprunt et j'ai gagné un peu d'argent en plus. Donc, je suis pas endetté. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe si tu as une inversion des taux? Ah, ça, je sais pas. On va faire une émission comme ça dans pas très longtemps. Mais tu vois, toute cette construction sur les marchés, etc., je veux dire... Question de Cédric. On pourrait faire autrement. Comment? Mais j'en sais rien. Mais on pourrait faire autrement. Tu sens que ça sent le roussi? Ah ouais. Les gens sont en colère. Ça sent le roussi, oui. Les gilets jaunes, c'était pas loin. C'était pas loin. Ruffin, il a dit un truc super sur la... moi, j'aime bien Ruffin et il y va. Sur 2008, avec les subprimes et tout ça, là, tout ce qui s'est passé, ça a failli s'effondrer, mais on n'avait pas prévu le coup d'après. On n'avait pas... Il n'y avait rien. Donc, ils ont renfloué les banques. Hop. Et là, il disait, si jamais ça se reproduit, il faut qu'on soit prêt à faire des propositions. Et lui, il réfléchissait à ses propositions. Donc, réfléchissons. Moi, je ne connais pas, mais réfléchissons à ces propositions. Déjà, appliquer le Glass-Steagall Act, séparation des banques de détail et des banques d'affaires. Question de Cédric. Balancez pas trop de questions en même temps parce que je perds ma ligne, les gars. Question de Cédric. Combien il gagne actuellement? Que fait-il de son argent? Moi? Ouais. Je suis payé par Yahoo et par l'équipe. Et puis, combien tu gagnes? Je sais pas. C'est important. Je peux te dire ce que j'ai gagné par exemple, quand j'étais joueur de foot, par exemple. Ça me pose aucun problème. Combien? À Lyon, il y a eu un moment, j'étais un des joueurs les plus payés de France. Je touchais à peu près 130 000 euros, 150 000 euros par mois, et j'avais pris des grosses primes de signature, en sachant qu'aujourd'hui, des joueurs moyens pourraient toucher ça, quoi. Et puis au Milan, je touchais 1,2 million net d'impôts, un truc comme ça. Voilà, j'étais un salarié d'une entreprise et j'avais négocié un contrat. Voilà, nous les footballeurs, tu sais, le sport dans le PIB de la France, c'est très petit, ça doit être 0,80 je crois dans le PIB. Le foot, c'est quelque chose qui est à l'intérieur des 0,80 et les footballeurs très très payés, c'est quelque chose à l'intérieur des 0,80. Donc c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Actuellement, combien l'équipe et Yahoo te payent? Beaucoup moins. Je vais toucher, allez, 100 000 balles par an. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que les milliardaires, je m'en fous en fait, tu sais, mais sauf que ça peut pas marcher. Mais en fait, les milliardaires qui soient riches, moi, je m'en moque, moi. Par contre, qu'on s'organise pour que ceux d'en dessous aillent mieux, oui. J'ai aucun problème avec les lois qui pourraient favoriser ça. Une autre question. Connaît-il et que pense-t-il de la théorie de l'effondrement? Est-ce que tu es collapsologue? Est-ce que ça va disparaître, s'arrêter Est-ce que, par exemple... Oui, que ça monte, ça s'arrête, quoi, c'est fini. Ça... Bah ouais, j'ai lu des trucs comme ça. Bah c'est pas mal ce truc, parce que si jamais ça s'arrête vraiment, il faut vraiment que je kiffe tout de suite, quoi. Parce que sinon, ça sera tamé. Mais c'est un peu comme pour la mort, quoi, finalement. C'est parce qu'on a peur de mourir qu'on sort dans la rue, quoi.
D'ailleurs, les riches, ils veulent l'immortalité. Ils cherchent l'immortalité. Et en fait, si un jour transhumanisme et tout ça. Voilà, ils essaient. Enfin, Google et compagnie, ils ont vachement investi là-dessus. Mais s'ils deviennent immortels, ils pourront plus sortir. Puisque, en fait, c'est en traversant la rue qu'ils pourront mourir ou en prenant une balle. Je ne suis pas un expert de tout ça. Bon, évidemment, on a un problème avec le fait d'être sur une planète qui, a priori, n'a pas des ressources infinies et qu'on ne peut pas... En fait, non. Elle est capable de se renouveler. Et nous, sauf qu'on est allé plus... On l'a comment dire, pillée. Et on est en train de faire en sorte qu'elle ne pourra pas se renouveler et qu'à un moment donné, on n'aura plus de ressources pour nous. Et on va en crever, quoi. Ou on va s'entretuer, ou il y a des gens qui vont se barricader quelque part pour se protéger. Voilà, parfois, je me dis, mais les riches sont en train de s'organiser, quoi. Ils sont en train de s'organiser parce qu'ils se préparent à ce que nous, on ait pu et qu'on aille les chercher. Et qu'eux, ils seront organisés avec des armes et tout ça, parce qu'évidemment, eux, ils ont un coup d'avance sur nous, sur ces trucs-là. Quand je pense au bio aujourd'hui, c'est devenu de l'agroalimentaire bio. De nouveau, on produit de façon industrielle avec des conditions de travail horribles. Et c'est de nouveau les mêmes groupes qui sont malins, qui voient que c'est le bio. Et alors, on mange du bio, il n'y a pas de pesticides, mais en même temps, on maltraite. Qui augmentent leur marge de voilà, 40%. De nouveau, ils vont. Et c'est pareil pour aussi. Je me demande s'ils n'ont pas déjà les ressources renouvelables, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. Les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, etc. Ils les ont en stock, ils les gardent, ils ont déjà mis la main dessus. Et pour l'instant, ils vont épuiser tout ce qui est pétrole, etc. Et une fois qu'ils auront bien épuisé tout ça, ils vont sortir les trucs. En fait. Nous, on sait qu'en fait, si on commence à bien s'organiser, il y a moyen d'avoir des systèmes vertueux. Et bien, eux, ils vont le faire pour eux, pour leur business, pour s'enrichir encore. Question d'Exo7. Oh, j'espère qu'il ne va pas m'envoyer un missile. Je crois qu'il est plus produit, d'ailleurs, celui-là. Est-ce que tu te considères comme riche ? Je suis plus riche que les autres, oui. Oui, je me considère comme riche, oui. J'ai pas de problème pour Question d'Oscar. Tu crois en Dieu ? Alors, je finis sur riche. Mais moi, je paye mes impôts. Alors donc, c'est la première façon de redonner à la société. Je vais m'engager en politique, c'est sûr et certain. Je suis très à gauche. Je milite, j'ai été parrain du Paris Foot Gay. Je milite contre toutes les discriminations. J'ai une association qui s'appelle Tatane. On redonne gratuitement notre temps libre, etc. Il y en a plein d'autres qui font plein d'autres choses formidables, qui font bien plus que moi. On essaie de faire ce qu'on peut. Je veux faire plus. Je vais essayer de faire plus. Je vais m'engager en politique. Il y a les municipales qui arrivent. C'est sûr et certain que je vais bouger. Ce sera forcément à gauche. Ça sera forcément vers l'écologie, les migrants, l'anticapitaliste. De toute façon... le nouveau communisme, comme dit Badiou, et l'écologie est forcément communiste. Je veux dire, tu peux pas être. Oui, mais l'écologie est aussi de droite. Hein. Il y a des écologies de droite. C'est pas possible. Tu peux pas produire, être pour la croissance, être pour la société de consommation et en même temps dire aux gens de faire leur tri sélectif. C'est pas possible. Ça peut pas. Il faut tout l'inverse. C'est pas possible. Tu peux pas kiffer aller t'acheter plein de vêtements et dire je suis pour l'écologie. Tu peux pas aller bouffer chez McDo. Enfin, tu peux pas être pour le CETA et en même temps pour l'écologie. C'est pas possible. Tu peux pas être pour la croissance exponentielle et pour l'écologie. C'est pas possible. C'est forcément anticapitaliste, c'est forcément contre la croissance, c'est forcément communiste. Il y a plein d'endroits où ça a marché, hein, le communisme. Et on nous fait croire que ça n'a pas marché, ça a tué des gens, parce que c'est ce qu'ils disent les gens. L'anarchisme. Ouais, évidemment, moi je pourrais être anard, mais je sais pas comment ça fonctionne l'anarchie, mais tu vois l'État fort et tout ça. Si on s'organisait, on était capable de s'organiser, être heureux tous ensemble. Ouais. C'est pas trop tard. Toi, t'es anard, toi. Il faut pas le dire. T'es pas. C'est pas trop tard, ça. Tu sais, récemment. Je
je défends Ruffin, j'attaque les ultra-riches, j'attaque l'entre-soi, la cooptation du pouvoir, comment ils s'amusent entre eux. Moscovici, en ce moment, là, il va être nommé à la Cour des comptes, quoi. J'ai vu c'est un palmarès, quoi, le gars. On va le recevoir là. C'est vrai? Ouais. Bah, tu pourras lui dire, c'est un sketch, quoi. Et on m'a dit récemment... oui, mais arrête d'attaquer les ultra-riches, qu'est-ce que t'en veux? On en a besoin dans la société. Déjà, c'est faux, on n'en a pas besoin, parce que s'ils arrêtent, nous, on continue. J'aimais bien Pinson Charlot qui te montre, tu sais, la pyramide, là, où eux, ils sont tout en haut, ils sont très peu. Ben, en fait, si elle tombe, eux, si nous, on arrête, ça s'écroule. Si eux, ils tombent, ça s'écroule pas. Et on m'a dit oui, mais voilà, pour les hôpitaux, on a besoin d'eux, pour ça, on a besoin d'eux, ce qui est faux, puisqu'en fait, ils ne payent pas leurs impôts et ils tuent l'hôpital et ils créent des hôpitaux privés pour eux, où ils favorisent le privé, l'école privée, etc., et les assurances, tout ça. Et donc, nous, ceux qui n'ont pas les moyens ne pourront pas s'assurer, ne pourront pas être protégés, etc. Et la personne me dit, mais et ça, on ne pourra pas le changer. Et moi, je lui ai répondu, tu sais, on peut discuter de tout ce que tu as dit là. Par contre, on ne pourra pas le changer. Je ne suis pas d'accord. On peut changer les choses. D'ailleurs, moi, quand j'avais 11 ans, c'était le hack Cocrioville-Dieppe, Cocrioville-Lillebonne, en levée de rideau du hack je ne sais plus quoi. J'avais 11 ans au stade Jules Deschazeaux. On perdait 2-0 à la mi-temps du match. Et si on faisait match nul, on allait en finale régionale de Coupe de France. Tu vois, finale régionale, puis après, t'allais. J'ai pris la balle 2 fois et on a fait 2-2. J'ai changé le cours d'un match. J'ai changé le cours d'un match en finale de Coupe de France récemment. Je viens, avec des copains, de sauver un petit terrain de foot dans un square public. Il faut que je te raconte ça après. On peut changer les choses. C'est pas forcément formidable ce que j'ai fait. C'est pas, spectaculaire, mais on peut le faire et je dois tenter de le faire. Question de Vincent. Tu m'avais posé une autre question tout à l'heure sur... Attends, je te raconte le petit terrain du Square Burke quand même, parce que ça, c'est très important. C'est ce qui me fait y croire de nouveau. J'habite aux Abbesses, il y a un square qui s'appelle le Square Burke. Moi, j'y allais avant, mes filles y allaient, il y avait un petit toboggan. Ils ont enlevé le toboggan, ils ont mis un petit terrain de foot tout petit, 100 mètres carrés dans 1600 mètres carrés, avec, c'est très beau. Il y a la maison de Dalida, il y a le bateau Lavoir et tout aussi, au-dessus, des beaux appartements qui ont vue sur le square. Moi, j'ai commencé à jouer avec les gamins, avec le petit frère de mes filles qui s'appelle Cassidy. On y allait, et les gamins du quartier, qui n'y allaient pas parce qu'en fait, il n'y avait pas de foot. Ils jouaient dans la rue ou ils jouaient ailleurs, ou ils se sont mis à jouer, c'était génial. Et nous, un jour, on a appris qu'ils allaient enlever le petit terrain. Les riverains avaient fait une pétition pour l'enlever, pour diverses raisons, le bruit, le shit, les dealers, la nuit, trop de gamins, discrimination des filles, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ça masquait du racisme. Ça masquait le parc, c'est leur jardin. Ça masquait le prix du mètre carré qui va baisser. Ça masquait tout ça. On s'est battu, on a sauvé le petit terrain. Il va rester le petit terrain. Ça veut dire qu'on peut changer les choses. Question de Vincent. Tu m'avais posé un autre truc tout à l'heure, je m'en souviens plus. Ça va revenir. Question de Vincent. Le communisme a marché dans quel pays au juste? Et qu'est-ce que tu appelles marché? Sankara, Sierra Leone, Chavez récemment. Il y a d'autres endroits, communisme, il y a plus longtemps, je pense, qu'on ne connaît pas. Le Venezuela, il va pas très bien. Là. Oui, ouais. Sankara, ça a marché, on l'a fait. Et aussi, on l'a tué, ouais. On les a assassinés. Les Américains débarquent souvent parce qu'en fait, ils voient que ça marche. Et donc, si ça marche, ça tue le business. Donc, il ne faut pas que ça marche. Et tu verras, Sankara, c'est incroyable. Le mec était féministe, écologiste, et dans le communisme, hein, c'est ça. Hein. Marx, c'était pareil. Hein. Marx, il dit un truc qui est génial. Le capitalisme épuise autant les hommes que la terre. Il y a plein d'autres exemples. Hein.
Autre question. Putain, t'avais posé une question qui était super. Il fallait que je t'y réponde à cette question. Sur la politique? Ouais, sur la politique. Ça va te revenir. Est-ce que tu as un avis, question de Kna, son avis sur les citoyens favorables à une immigration contrôlée? Favorable à quoi, une immigration contrôlée? Faut contrôler l'immigration, c'est ça? Est-ce que son avis sur les citoyens favorables à une immigration contrôlée? Donc sur les gens qui veulent empêcher... Sur les gens qui veulent une immigration contrôlée. Voilà, contrôlons les quotas. C'est un peu ça, non? Fermeture des frontières, on remet des douanes, etc. Et on empêche les gens de rentrer dans le pays. Et donc après, on va sélectionner l'immigration. C'est tout ça, les trucs contrôlés? Bon, moi, qu'est-ce que j'en pense? Ben, je pense qu'il faut ouvrir tout ça, quoi. Je veux dire, il faut ouvrir, il faut accueillir, je veux dire, d'un coup, il faut faire comment? bah évidemment d'un coup, mais d'un coup ça marche pas parce qu'il faut des lois, il faut préparer, etc. Mais est-ce que culturellement parlant, si on ouvre comme ça, est-ce que les gens vont s'intégrer? Mais ils n'ont pas besoin de s'intégrer. Pourquoi ils s'intégreraient? C'est la France. Mais pourquoi on doit s'intégrer? Pourquoi on doit changer les gens? Pourquoi les gens doivent apprendre la langue française? J'ai joué dans des équipes de foot. Zlatan, pourquoi il n'apprend pas la langue française, lui? Pourquoi il parle suédois? Et pourquoi il parle anglais? Pourquoi dans mes équipes de foot, les Brésiliens parlaient brésilien, il y en avait qui apprenaient pas? Pourquoi quand on est blanc, on est un expatrié quand on va à l'étranger? Pourquoi nous, quand on va à l'étranger, nous sommes des expatriés? Et quand les gens viennent ici, ils sont des immigrés, des migrants. Pourquoi tout ça? Pourquoi mon père ne parlait pas français? Il était français, il se sentait français. Il a fait ça pour nous, pour ses enfants, pour un avenir meilleur. Et il est venu pour travailler, pour aider la France. Tu crois que les gens qui viennent ici, qui fuient la misère, ils le font par plaisir? Ils fuient la misère, ils prennent des risques, ils quittent leur famille, leur culture. Je sais pas, Est-ce que tu vois un appel à la prière dans la Creuse à 6h du matin au lieu évidemment, d'entendre le bruit des cloches? Évidemment, rien à faire. Après, ça me réveille, ça va être chiant, quoi. J'ai envie de dormir, j'aime bien. 6h, ça va, moi 7h, je me lève. Tu sais, le truc du bruit, là, du square, Burke, tout ça, les habitudes, la peur, en fait, la peur qu'on te prenne ta place. C'est une grande peur, ça, chez l'être humain. La peur qu'on te pique ta place. Donc là, je vois bien le petit terrain Burke. Une fois cette peur passée, là, ça commence à marcher. Puisqu'il reste, les gens commencent à s'habituer. On change nos habitudes. On se mélange, on partage. On accepte l'autre, on le prend comme il est. On ouvre son esprit. On accueille. L'Union européenne, pour toi? L'Union européenne? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Pas celle qu'on a construite. Malheureusement, on n'a pas réussi à s'harmoniser socialement, fiscalement. On n'a pas réussi. L'euro est pas aussi fort. On a dévalué les monnaies. L'euro est pas aussi fort. La main d'œuvre polonaise, roumaine, elle est moins forte. Elle est sous-payée par rapport à tout ça. Ça va pas. On est en concurrence à l'intérieur de notre propre construction européenne. Donc c'est dommage. Au lieu de le faire ensemble, on les a fait déjà l'un contre l'autre à l'intérieur. D'ailleurs, les Anglais veulent en sortir. On me dit dans le chat que c'est la question sur Dieu que tu recherches. Ah voilà, c'est ça. Oui, ça m'intéresse beaucoup, quoi. Merci Shogun. Ouais. Mon petit Sadhguru là, je regardais l'autre fois un truc et il disait les choses, si elles te tombent dessus, en fait c'est ce que t'en fais. Tu vois, si tu restes dans ton canapé, en gros, si tu fous rien, Dieu, tu peux lui demander ce que tu veux, il va rien se passer, quoi. Par contre, si tu fais des choses, peut-être que Dieu il va t'aider, les forces, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Je sais pas comment le dire, je crois en quelque chose qui me dépasse et qui veut qu'on fasse des choses ensemble. Je crois beaucoup en l'entraide. Je peux vraiment parler de mon expérience. Le football, je dois recevoir la passe de quelqu'un. J'ai appris à jouer au football. On m'a appris à jouer au football. J'ai confiance en mon entraîneur. J'ai confiance en mon partenaire qui me fait la passe.
Moi, je dois avoir confiance à mon partenaire, à qui je fais la passe. Puis il y a un truc là qui ne m'appartient plus, quoi. Je connais ce que j'ai fait, j'ai appris, je connais la situation, j'aime ce truc-là, mais après, on le fait ensemble. Le foot montre ça. C'est très bizarre parce que moi, dans le foot, alors que je te raconte ça, j'étais incapable de faire avec les autres. Je ne demandais pas d'aide, je ne disais pas que j'étais vulnérable, je ne disais pas que j'avais mal, je ne disais pas que j'étais fatigué. Je voulais jouer parce que j'avais peur qu'on me pique ma place, j'avais peur de perdre ma place, j'avais peur qu'on ne me voie pas, etc. Et puis quand je sors du foot, quand je reviens dans la société, je veux fonctionner comme ça et ça ne marche pas. C'est très bizarre ce que tu dis quand tu reviens dans la société. Ah ouais, c'était un moment très étrange, hein, le football. J'ai réussi à rester connecté politiquement, etc. J'ai continué tu vois, j'ai soutenu Ségolène Royal. Personne n'est parfait. Ouais, Hollande, par exemple, la loi les 60% d'impôts, j'étais évidemment pour, je suis même pour une tranche à 100%. Et en même temps, bah ouais, j'étais dans un monde de ouf, quoi. Et j'ai réussi à rester connecté. Donc évidemment, quand je reviens, j'arrête le foot, je me retrouve là, je me suis retrouvé à la NPE quand même. Et puis moi, j'ai voulu fonctionner tout seul de nouveau. Comme ça ne marche pas, quoi. À un moment, j'étais obligé de demander de l'aide aux autres, de faire avec les autres. Et là, c'est cool, quoi. Et là, c'est génial. Le vivre ensemble, le lien social, toujours, c'est hyper important. Et tu sais, l'empathie, on a besoin de se voir et de se croiser. Et bienveillance. Il y avait un truc là sur... Sur Dieu, non. Non, sur ce truc de confiance et de faire ensemble. Mais bon, ça me reviendra. Question de 7. Veut-il abolir les États-nations ? Bah, c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, je te dis que je suis français, je sais pas ce que c'est et tout ça, et en même temps, je me sens français. Bah, j'aime bien. Enfin, je sais pas de réponse à ça, quoi. Tu dis, citoyen du monde, là, tu vois, les trucs comme ça, là. Il y a un mec qui dit « Si tu es pour ouvrir les frontières sans les contrôler, c'est la même chose qu'une maison sans porte d'entrée. » Bah ouais, c'est Kadhafi qui avait dit ça. La maison appartient à celui qui y habite. Il avait empêché les verrous à l'intérieur. Il rêvait de l'Arabie, la Grande Afrique, etc. C'est marrant, cette histoire. La propriété, c'est quelque chose d'incroyable, quand même. Il faut abolir la propriété. Bah, évidemment, ouais. C'est terrible, être propriétaire. D'ailleurs, c'est Sarkozy qui nous a forcé à être propriétaires, mais propriétaires qui ? Les riches, ils ne s'endettent pas. Hein. Soyez propriétaires, les amis, endettez-vous, allez-y. En plus, vous aurez des primes. Mais oui, ça m'appartient, je le protège. Ben non, ça ne t'appartient pas. C'est quand tu me le donnes, ça m'appartient. Non, ça appartient à tout le monde. D'ailleurs, je devrais pouvoir te prêter mon t-shirt, là. Tiens, tu le veux ? C'est pas la même taille. Mais oui, la propriété, c'est un changement dans l'histoire de l'humanité. Je pense quand on devient propriétaire, il y a aussi un truc sur être sédentaire aussi, j'imagine. Faut-il libéraliser les drogues aussi dans le sport, le foot ? Bah, je suis contre le... alors, c'est très compliqué parce qu'il y a un problème sanitaire. Alors, c'est pas par rapport au foot, sur le dopage, évidemment. Donc, c'est une grosse démagogie. Je veux dire, on demande aux gens de courir 100 mètres en 4 secondes et on demande de le faire à l'eau claire, quoi. Et en même temps, le dopage est en retard est en avance sur la lutte antidopage. Toi, t'as tapé quand t'étais jeune ? Bah non, alors nous, le foot, tu sais, on a un rapport très fort à la douleur. Et donc, on marche aux anesthésiants, aux antidouleurs, aux infiltrations. Après, on va faire des massages, etc. etc. Donc, on est à la limite. Il faut savoir comment fonctionne le dopage. Il y a des listes et il y a aussi beaucoup de choses qu'on sécrète nous-mêmes. Donc, c'est des taux. On va arbitrairement choisir un taux et on va rentrer ou pas dedans. Mais on peut l'augmenter, le descendre. Moi, si on m'avait demandé de prendre telle drogue ou tel cachet pour jouer la finale de la Coupe du Monde, je l'aurais prise direct. Tu vois, y a une légende sur Eric Cantona qui dit dans le vestiaire marseillais, c'était marqué dopage obligatoire pour tout le monde et il est arrivé, il a mis sauf pour Cantona. C'est la légende qui court, il paraît que c'est vrai, c'est vrai. Et voilà, je veux dire, Viran, qu'on lui dit soit tu prends ça et tu es un champion du vélo et tu nourris ta famille à vie, ou soit tu prends pas ça et tu finis mécanicien. Qu'est-ce que tu fais ? J'en sais rien, moi. Tu vois ?
Et aujourd'hui, les rythmes de... Alors, si on parle du foot, de la FIFA, de l'UEFA de nouveau encore, je veux dire, c'est le Coréen, Son, il a joué je ne sais plus combien de matchs. Pas de vacances, pas de repos à Noël. Et les cadences sont trop élevées, on joue trop souvent, trop, parce qu'en fait, il faut vendre le football. Je veux dire, pour qu'on soit en forme, il faudrait qu'on joue tous les 15 jours, a priori. Mais on peut pas, tu peux pas, Neymar, tu vois pas l'argent que tu perdrais si on diffusait un match tous les 15 jours. Donc on fait croire qu'on a besoin de rythme. Donc mais Neymar, il va passer sa vie à avoir mal quelque part, il va prendre antidouleur, puis des cachetons et tout ce que tu veux pour jouer. Le football ne prend pas notre santé en compte. On veut qu'on joue, le show doit continuer. Et puis des jeux sur la santé des joueurs, quoi. Bah, évidemment, ouais. Les cadences sont trop élevées. Que pense-t-il de la liberté d'expression en France? Bah, là, on peut prendre ce qu'a dit Angot, par exemple. Il y a eu quelques polémiques comme ça. Moix aussi sur les femmes de 50 ans, tu vois, des trucs comme ça. Ces gens-là ne m'intéressent pas, tu vois, par exemple. Ils n'existent pas. Et donc, la liberté d'expression, par exemple, sur le racisme. Il y a un film que j'aime bien, c'est Dear White People, là, je ne sais pas si tu connais ce truc. C'était sur les blackface, tu vois. Et les blacks ont dit à un moment, bah, nous, on n'aime pas les blackface. Donc si on te dit qu'on n'aime pas les blackface, il ne faut pas que tu fasses des blackface. Ah ouais, mais nous, ça nous fait rire de faire des blackface. Non, c'est pas marrant, donc tu les fais pas. C'est un peu ça, quoi. Si on te dit à un moment, ça, faut pas le dire parce que ça ne plaît pas, la liberté d'expression, c'est aussi ça, quoi. Ça, faut pas le dire parce que c'est pas bien, moi, ça me gêne ou c'est un problème. Faut peut-être plus le dire. Charlie Hebdo. Bah, tu vois, toute la société a vachement changé. Michel Leb, on a ri. Il y a 30 ans, on a ri sur ces sketchs où il faisait l'Africain. Je ne sais pas si tu te souviens, je ne sais pas si tu as ri là-dessus, tu ne te souviens pas. On a ri, quoi. Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc il y a des limites. Alors, je crois que c'est des proches qui disent on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est lui, hein, je crois, non bah, je suis Charlie, évidemment. Je suis évidemment Charlie, et à vie. Ils sont peut-être allés loin, j'en sais rien. Il fallait peut-être arrêter un moment. Parce qu'ils en sont morts. Il faut qu'ils continuent à être libres. Dans une société idéale, on pourrait dire plein de choses. On pourrait être libre aussi de dire plein de conneries, évidemment. Mais à un moment, si ça te met en danger, si ça crée des problèmes, il faut peut-être arrêter. Mais on peut-être en parler. Peut-être en parler, discuter. Pour les problèmes dans les stades, la discussion, elle est hyper importante. Et l'éducation. Mais oui, dans une société idéale, on devrait pouvoir dire tout et faire tout. Sauf le racisme, sauf le sexisme, sauf... On n'est pas dans la même. Que le racisme. Ah non, que rien sur les Indiens. Alors là, Pac, tout ça. Là. C'est quoi? Pakistanais. Tu sais, les mecs sur Twitter, ils mettent sale Pac, va vendre des fleurs, tout ça. Les nazes. Sun Tzu nous dit, du moins, question de Sun Tzu, sa vision du hasard en tant que joueur de poker. Est-ce qu'il y a du hasard dans le poker? Bah, la chance n'existe pas. Tu vois, la chance, c'est un paramètre mathématique qui est hyper, qui est calculé. Tu vois, il y a des. Je me souviens d'un joueur, c'est Tom Dure, je crois, c'était un très très grand joueur de poker et qui, tu sais, c'est de la métagame, des algorithmes dans le poker et tu fais une sorte d'équation avec tout plein de paramètres et après tu joues ton coup. Avec la position à la table, les joueurs qui sont là, la main que tu as, le flop qui est tombé, etc., etc. Et puis après, tu joues ton coup. Et tu peux perdre parce que c'est un tirage de cartes. Sauf que si à 50, quelque chose, tu le joues à l'infini, tu as gagné, ça veut dire que tu as pris la bonne décision. La chance, elle existe, tu sais, quand tu fais un coin flip, tu vois, le pile ou face, si tu le fais une fois sur deux à vie, tu es sûr de faire une fois sur deux, pile ou face. Sauf si tu es très fort et tu es capable de lancer et que le truc il tombe pile, comme ça au milieu. Tu vois? Mais putain, j'ai essayé, je me suis entraîné, je lançais le truc pour que le truc il tombe pas à plat.
Parce que s'il tombe à plat à vie, tu es sûr de faire 50-50. Sauf que ma vie ne vérifie pas l'infini. Et donc, si j'ai 2 as contre 2 rois, je peux perdre 2 as contre 2 rois toute ma vie. Et le hasard, je sais pas. Les JO à Paris, t'es pour ou t'es contre? Je suis contre, complètement contre. Je suis contre. Alors le président du CNOSF, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. J'étais je sais pas comment on appelle ça, un colloque l'autre fois. Puis il a pris la parole. Il a dit l'objectif c'est 100 médailles. Mais comment ça peut être un objectif, quoi? C'est-à-dire, l'objectif des JO, c'est d'organiser les JO pour la population. Ça ne peut pas être de gagner, quoi. Et là, tu vois bien que l'objectif, il n'est pas le bon. Ça va être évidemment la mairie de Paris, créer un événement pour valoriser la ville de Paris, pour que les gens viennent, trouvent cette ville magnifique, ils vont la nettoyer, ils vont faire flamber l'immobilier, plein de choses. Pas grand-chose de social, évidemment pas. Pas grand-chose tourné vers la population. Les grandes compétitions à travers le monde, souvent, c'est des catastrophes. Hein. Les infrastructures pourries après. Qu'on construit qui ne servent plus à rien. J'ai croisé aussi récemment le président de la fédération de l'athlétisme. Je lui dis « Ah, mais t'es encore là ?» Il me dit « Non, mais j'ai arrêté, mais j'ai rempli ma mission. Hein. On a eu 16 médailles au dernier. » Ça ne peut pas être ça, la mission d'un organisme d'État qui a un objectif d'intérêt général, je ne sais pas comment on appelle ça. Question, peut-on être de gauche et aimer le poker? J'ai arrêté le poker déjà. Je crois je suis de gauche, quoi. Je suis de gauche, moi je ne suis pas au pouvoir. Je serai au pouvoir bientôt. Moi je vais finir président de la République, il faut qu'ils le sachent les gens. Même si je ne le serai peut-être pas. Bah oui, pourquoi pas. Enfin, j'ai été footballeur et je suis de gauche et je le serai toujours. Je vois aucune incompatibilité. Je suis pour le système social français de gauche. Moi, je viens des allocations familiales, de la sécurité sociale et l'assurance chômage. Je veux que ça continue. J'ai peut-être eu du talent, peut-être que moi, je me suis battu, je me suis défoncé, peut-être que j'étais meilleur que les autres, peut-être que je me suis plus défoncé qu'un autre. Mais moi, si je suis un jour footballeur, c'est parce que je suis né en France et que mon petit club de quartier, il était subventionné. Il y avait des bénévoles qui étaient là. Parce que la pelouse, elle était tondue, il y avait un éclairage qui était payé par l'argent du contribuable, etc., etc., etc. Et bien, ça, c'est la France. Et bien, je veux que ça continue. Et je veux renvoyer l'ascenseur. Et j'ai jamais oublié ça. Et jamais j'irai contre ça. Voilà. J'existe grâce au système français. Est-ce que tu as 3 livres à conseiller à la communauté? Mon livre, Comme ses pieds. Parce que je trouve que c'est une belle histoire d'un petit gars de Cocrioville qui arrive en finale de Coupe du Monde. Je vis aux Abbesses, un peu chez les bobos, et j'adore aller à Barbès. Voilà, c'est ça ma vie, quoi. Je peux faire le trait d'union entre ces gens. Je suis pas un bobo, moi. Je suis vers les classes populaires. Deuxième livre. Je crois que ah putain, j'aurais dû préparer ça. Je savais que tu allais me poser la question. Eh ben non, il faut pas préparer. Il y a un livre qui s'appelle Kahawa, qui est de Donald Westlake, et c'est le livre qui m'a fait aimer beaucoup lire. Et moi, j'ai pas lu beaucoup dans ma vie. Ton premier bouquin, c'était à 20 ans? C'était à 20 ans, ouais. C'était non, mon premier bouquin qui n'était pas imposé à l'école, c'était La Perle de Steinbeck, que j'ai lu. C'était un petit livre qui a changé ma vie aussi, oui, d'une certaine manière. Et puis après, j'ai lu un livre très important, c'était un livre de Pénac. Alors après, moi, j'ai commencé à lire avec les Pénac, la petite marchande de prose, la fée carabine, etc. Puis il y avait un livre, un essai sur le français, et il disait on n'est pas obligé de finir un livre. Et ça a été très, très important pour moi. Moi, je viens d'un quartier. Un jour, on était allé au collège, on était allé au théâtre.
On n'était jamais allé au théâtre de notre vie. Et cette petite classe un peu mélangée, blanc, noir, arabe, indien, on était là et ça dure 2h30, 3 heures. Et à un moment, la prof, elle a dit chut. Et j'ai un pote, il lui a dit mais vous pouvez pas nous dire chut, madame. On sait pas faire ça, nous. On n'a jamais fait ça de notre vie. 3 heures dans un théâtre. J'ai adoré mon pote ce jour-là. J'ai adoré. Et ben, la lecture, c'était un peu pareil. On nous a pas appris, c'était dur. Ma sœur, moi, c'est une famille un peu avec des cadres assez durs et tout. On n'avait pas le droit de sortir. On était hyper. Ma sœur, elle s'échappait pour aller lire à la bibliothèque. Ma sœur, elle est très cultivée. Elle a appris beaucoup. C'est quoi son prénom? Vironie. Je suis épaté de ma famille. Comment mon père il est très avec ma mère. Ma mère elle m'envoie des SMS. Elle fait jamais de faute d'orthographe, jamais de faute de conjugaison. C'est incroyable. Elle vient de l'île Maurice. Elle a arrêté assez tôt les études. Je la trouve fantastique. Elle est arrivée en France à 23 ans avec 4 enfants. 4 enfants. T'imagines ce que c'est? Avec son mari qui allait travailler à l'usine. C'est une bonne femme, incroyable. Elle est fantastique. C'est quoi son petit prénom? Elle s'appelle Tamayanti, c'est son vrai prénom. Elle s'appelle Nalini. Et mon père est mort, il s'appelle Mouslaïa. Mouslaïa. Il a travaillé très très dur pour sa famille. J'étais fier quand j'étais aux Jeux Olympiques, quand j'ai fait les JO et ils étaient là-bas. Je me suis dit putain, c'est quelque chose quoi. C'est quelque chose. Et tu m'as demandé un autre truc. 3 livres. 3 livres, le troisième. Un livre qui m'a marqué beaucoup, beaucoup. Tu reviendras pour nous le conseiller. Ouais. Dernière question qui n'est pas une question, qui est laisser un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable. Vous avez votre vie entre les... C'est là, c'est vraiment ça. Alors, juste, c'est très le petit Square Burke, là, quand on a gagné, on est allé voir le maire. Il y avait un gamin qui n'est pas un gamin, il avait 21 ans. Il m'a dit, c'est le maire, là? Je dis, ouais, c'est le maire. Et il me dit, on a gagné, il va rester le terrain? Je dis, oui, il va rester. Il m'a regardé. Bah, on peut se battre, on peut y aller, c'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire. Ils y étaient pour la marche, pour le climat, pour l'environnement, il y avait beaucoup de jeunes. C'est à vous de le faire. Les générations d'avant se sont battues pour nous. Nous, peut-être qu'on ne l'a pas fait. On a cru que c'était arrivé. Les acquis sociaux, etc. C'est à vous de le faire. Vous pouvez le faire et on vous accompagnera. Moi, je vais me lancer dans la politique, c'est sûr et certain, pour montrer que un homme footballeur peut, et la démocratie a le droit, me permet de faire ça. Vous pouvez le faire, vous devez le faire. Sinon, on va en crever, quoi. Vicage Dorasso, merci. Merci beaucoup à toi, c'était génial. Coupé.